Bonsoir à tous et bienvenue de retour dans Grande Frequency pour ce 6e épisode de la saison 3. C'est bon, je me suis pas trompé, Alex. T'as tout juste, Antoine. Et donc, premier épisode de 2026. On est ravis de vous retrouver sur notre chaîne Twitch. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez envie de réécouter un petit peu d'aéronautique avec nous et de regarder aussi, accessoirement. Et donc, je suis toujours accompagné donc, d'Alexandre. Bonsoir, Alexandre. Salut, Antoine. Bonne année à tous. On se retrouve ce soir dans une émission assez axée sur la maintenance aéronautique. Et avec une invitée que tu vas nous présenter, j'imagine. Exactement, on a Magali Jobert. Merci Magali d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Tu es vice-présidente du Component Asset Management et Aérostructure à Air France Industries KLM Engineering and Maintenance, si je ne me trompe pas. Ouh, on va tu les as tous mis. On va pouvoir revenir Dans dessus l'ordre. juste après. Mais je crois qu'avant, Antoine, tu n'oublies pas la traditionnelle revue de presse. C'est ça, je vous ai choisi 3 petits articles pour commencer l'année avec tout d'abord le classique, le bilan de l'année écoulée pour les grands avionneurs, à savoir Boeing et Airbus. Ils font toujours un petit peu leur rush de fin d'année pour arriver à sortir un maximum d'avions des lignes d'assemblage et les livrer aux clients. Et donc cette année, Boeing a renversé la tendance après plusieurs années avec des grosses difficultés en termes de livraison. Boeing a cette année réussi à vraiment remonter son niveau de jeu, on va dire, et à livrer environ 600 appareils. Alors il reste derrière Airbus qui a réussi à livrer 793 avions cette année. Enfin, en 2025 du coup. Mais c'est le meilleur total depuis plusieurs années pour Boeing, donc ils ont vraiment réussi à remonter la pente et à livrer entre autres beaucoup plus de 737 MAX. Les restrictions avaient été levées sur les usines en fin d'année par la FAA. Donc voilà, beaucoup de livraisons côté Boeing. Et même en termes de commandes, Boeing a réussi à mieux s'en sortir. Ils ont enregistré un peu plus de 1100 commandes contre un peu moins de 900 pour Airbus. Donc c'est la première fois depuis 2018, donc ça faisait presque 10 ans, un petit peu moins, 8 ans, que Boeing dépasse Airbus en termes de nombre de commandes. Donc voilà, après de nombreuses années où ils ont beaucoup de difficultés, il y en a toujours, tout ce qui est côté 777X, ce genre de choses, mais ils ont quand même réussi à renverser la vapeur et à avoir une bonne dynamique à la fois commerciale et aussi en termes de production côté Boeing. Donc voilà, à suivre l'année prochaine. Donc la nouvelle année, tout le monde sur les chapeaux de roue, les avionneurs vont faire leurs petites prévisions pour l'année, voir à quel point les difficultés de la chaîne d'approvisionnement aussi arrivent à suivre derrière pour alimenter ces livraisons et derrière livrer les clients, les compagnies aériennes. Une deuxième petite news sur donc l'aviation du futur et donc les startups avec Flying Whales qui a franchi une étape majeure en fin d'année. Ils ont obtenu leur autorisation environnementale pour construire leur future usine de dirigeables en Gironde. Alors, il y a eu beaucoup d'itérations parce c'est un gros site, il fallait déboiser un petit peu, donc il y a eu beaucoup d'itérations pour voir à quel point ça avait un impact sur l'environnement. Alors que leur but, effectivement, c'est plutôt vertueux pour l'avenir. Donc, il y avait beaucoup de discussions et finalement, ils ont eu les autorisations. Le site couvre 75 hectares et ce sera 2 hangars énormes. Alors, j'ai les dimensions sous les yeux. C'est 240 mètres de long, 80 mètres de large, 70 mètres de haut. Pour assembler et tester donc, les premiers dirigeables. C'est le premier hangar de cette start-up. On avait reçu dans une des premières émissions. C'était la deuxième émission, la deuxième, il me semble. Donc, de Flying Whales. Pour petit rappel, donc ouais, c'est ça, 2023-2024, il y avait des refus pour la construction, donc ça a quand même pas mal fait glisser leur planning initial. Mais voilà, ils continuent les levées de fonds et ils ont toujours fortement envie de commencer. Maintenant que tout est fait sur plan, il y a bien un moment, il faut avoir les hangars pour pouvoir construire ces monstres. Et donc les dimensions, c'est un peu ce qu'on a sur ce qu'on a connu avec les hangars de dirigeables. C'est ça, mais même encore, c'est énorme là, c'est des dirigeables de 60 tonnes, donc ça demande beaucoup de place. Donc voilà pour Flying Whales. Donc à suivre cette année ce qui va se passer, en sachant qu'il prévoit 2028 pour la mise en service du site. Donc voilà, 2 ans de construction, c'est assez serré pour construire des hangars écoles de pilotes et des écoles de mécaniciens. Ouais, exactement. Je peux vous en parler parce que j'étais dans le projet. Ah oui, ouais. Très bien alors. Parce qu'effectivement, comme c'est des choses qui se font pas, il faut bien dire, comme ces bestioles-là, comment est-ce qu'on les maintient, comment est-ce qu'on les fait voler, comment est-ce qu'on les opère. Donc on pourra en parler. Tu notes pour eux après, Alex? Je note dans ma petite liste. Donc voilà pour Flying Whales, on leur souhaite le meilleur. Et une petite dernière news, ça va être sur le spatial, avec ce qui a fait beaucoup d'articles ces derniers temps, avec le rapatriement par la NASA de l'équipage de l'ISS pour raison médicale. Donc voilà, c'est vrai que la NASA, pour beaucoup de personnes, on a un peu sous cette image de énormément de procédures pour justement protéger les astronautes, faire que tout se passe bien en espace. Ça reste un milieu hostile, enfin peut-être le plus hostile pour l'homme possible. Et donc voilà, c'est la première fois que ça a été activé dans l'histoire de l'ISS, un retour anticipé. Donc il devait rester jusque fin février et finalement ils ont été ramenés sur Terre. Donc là, il y a
il y a quelques temps, donc mi-janvier. C'était il y a moins d'une semaine, je crois. Donc voilà, ils n'ont pas du tout divulgué les problèmes médicaux des astronautes qui étaient concernés ou quoi, juste que l'état était stable et que c'était dans les procédures normales. Mais encore une fois, c'est vrai qu'on a un peu l'image avec le tourisme spatial ces temps-ci de quelque chose de très accessible, c'est un petit peu faussé. Voilà, ça reste un milieu hostile, il peut se passer des choses. Se soigner dans l'espace, quand on reste sur des durées aussi longues, ça reste limité malgré toutes les formations. Donc voilà, petite piqûre de rappel de tous les processus qui sont mis en place et qui protègent effectivement les astronautes, et que ça reste des choses pas évidentes. Aller dans l'espace, c'est pas anodin. Et voilà, là, ils l'ont réussi très bien. Les astronautes sont rentrés tous sains et saufs. Ils vont pouvoir avoir leurs problèmes de santé résolus. Et voilà. Et du coup, ça a avancé aussi. Petite parenthèse pour Sophie Adno, qui doit aller dans la Station spatiale internationale. Du coup, ça a avancé un petit peu sa mission. Et on a hâte de suivre son lancement dans les semaines à venir. C'est la date, il me semble que c'est le 11, non 11 février. Ouais, quelque chose comme ça, tout début février. Donc voilà, et on souhaite le meilleur à notre astronaute française. Le grand retour dans l'ISS pour une astronaute française. Ouais, une française. Et une première pour une française, ça faisait, oui, c'est vrai, première fois. Plusieurs années. On lui souhaite le meilleur dans sa mission. Merci Antoine. Voilà pour la revue de presse express. Et en plus, du coup, je ne savais pas pour Flying Wells, mais c'est une parfaite introduction avec l'interview que je te laisse lancer, Alexandre. Donc, pour rappel, on est avec Magali Jobert. Alors, on va revenir tout de suite sur ton poste. Vice-présidente du Component Asset Management et Aérostructure chez Air France Industries et KLM Engineering et Maintenance. C'est ça. Donc, c'est un nom assez long. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi consiste ton poste aujourd'hui et comment, au quotidien, à quoi ressemble ta journée ? Alors, oui, mon poste aujourd'hui, si je vais guérir, je m'occupe donc plutôt des componentes de l'avion. Je vais avoir un rôle sur de la recherche d'achat de pièces détachées, du trading de pièces, location de pièces et échange standard. Donc, on va aller chercher finalement des brokers de seconde main. On va aller récupérer des pièces, bien sûr, serviceable. Et puis, je vais les intégrer pour qu'on s'en serve pour le groupe et Air France et KLM. Et puis, les entreprises et les airlines que l'on soutient. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu le pool, c'est ça ? Alors, le MBK est pool, donc la main basket et tout ce qui est pool, accès de maintenance quotidienne, régulière. Donc les usines, les business units d'Air France et de KLM révisent et ensuite contractent avec des clients du monde entier. D'accord, donc c'est pas forcément que pour des avions Air France ou KLM, c'est vraiment le volume est beaucoup plus grand et c'est sur une partie plutôt internationale puisqu'on va pouvoir servir le client n'importe où dans le monde. Donc ça, c'est mon premier rôle, donc de chercher ces pièces au meilleur prix et de les acquérir au meilleur prix aussi. Mon deuxième rôle, c'est finalement d'agir sur la partie aérostructure, puisqu'on en parle un peu moins de cette partie-là, mais tout ce qui est composite et tout ce qui est métal, en fait, c'est très important, donc toute la carrosserie de l'avion et du moteur. Et j'ai une particulière attention sur la nacelle moteur. Alors la nacelle, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Moi aussi, j'ai un quiz. Donc la nacelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui va aller autour du moteur. On va parler d'un assemblage en fait de plusieurs éléments, l'entrée d'air, les fan thrust, enfin les fan call, après les fan thrust reverseurs, parfois les sleeves qui vont aller sur les parties d'inverseurs de poussée, et puis on va aller jusqu'à la tuyère. Donc voilà ce qu'on appelle une nacelle aujourd'hui, et on a un petit game changing de la part des OEM, donc des fabricants de ces nacelles. Aujourd'hui, ça vaut presque le prix d'un moteur, surtout ce qui est avion nouvelle génération. Et donc là maintenant, c'est un réel enjeu, puisque si vous savez réparer, ça veut dire que vous jouez sur l'availability de la flotte, donc finalement d'avoir une flotte en temps et en heure disponible pour vos passagers. Et donc c'est un enjeu de savoir réparer, d'être outillé. Et les constructeurs l'ont compris, puisque cet enjeu maintenant, il se paye. C'est-à-dire qu'ils bloquent l'autorisation de pouvoir réparer, et donc il faut qu'on discute et qu'on fasse des partenariats avec Safran, avec Collins, avec les fabricants de nacelles en général, pour pouvoir avoir ce droit-là. Et donc je travaille sur la partie nacelle, mais avec nos joint ventures qu'on fait en Asie, aux États-Unis, et puis les usines qu'on peut avoir à Amsterdam et à Paris. Donc ton poste t'amène quand même à beaucoup bouger, j'imagine. Alors, pas trop, un peu quand même. Les MRO, par exemple, les salons MRO m'intéressent beaucoup à travers le monde. Donc les MRO, les centres de maintenance. Voilà, maintenance, repair et overhaul. Ouais. Donc en fait, ça va être tous les événements qui sont liés, un peu de fabrication, mais beaucoup de la maintenance et de la réparation. Voilà, que ce soit des petites réparations ou quelque chose qu'on appelle overhaul. Donc on est sur de la grosse réparation, voire un peu... pas complète, mais ça peut aller... Ça peut aller jusqu'à combien de temps d'intervention ? Des grosses Ça peut être un mois, quand même. entre 8 et 7.
Donc, on est vraiment là sur beaucoup, beaucoup d'heures. Ça dépend du type de la machine. Voilà. C'est vrai que sur un 747, on passait quand même plus d'heures qu'aujourd'hui sur un 350. Tu parlais donc de l'évolution du coût des nacelles. C'est parce que c'est des nouveaux composants dedans ou qu'est-ce qui a changé? C'est une nouvelle technologie. D'accord. Aujourd'hui, elles sont le poids de l'aérien, c'est l'ennemi de l'aérien, c'est le poids. Donc aujourd'hui, elles sont beaucoup plus légères parce qu'elles sont sur des composites qui sont extrêmement performants. Mais du coup, quand ils sont endommagés, c'est très compliqué de les réparer. Ou alors, il faut remplacer des parties entières. Et ça, c'est quelque chose aussi que les constructeurs apprennent petit à petit là. On apprend toujours de ce qu'on met en place après sur le suivi de la maintenance. Et c'est pour ça que ça coûte très cher. Voilà. Et déjà à l'achat et ensuite à la réparation. D'accord. Donc il y a une grosse partie vraiment contrat, à la fois sur des pièces, à la fois sur des modules un petit peu plus gros. Donc il faut vraiment aller des partenariats. Donc il y a vraiment cette notion business et commerciale de relation avec plein de partenaires. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant, et c'est ce que tu dis, c'est que l'aérien, ça reste finalement un tissu de partenariat. Évidemment, il y a des entreprises qui sont des grands noms qui sont en concurrence. Mais ce que les gens savent moins, c'est qu'elles font aussi des partenariats pour essayer finalement d'avoir un marché le plus partagé possible et où chacun trouve du win-win, que ce soit développement de marché, financier. Donc c'est toujours intéressant d'avoir finalement un concurrent avec qui on doit négocier pour faire un partenariat. Évidemment. Puis ça fait un gros maillage après pour n'importe où sur la planète, pouvoir récupérer sa pièce, faire la maintenance de son avion et communiquer tous ensemble. L'enjeu est toujours international, oui, tout à fait. Donc tu as quand même un poste clé dans le fonctionnement de toute cette machine autour d'Air France Industrie, KLM. J'ai un poste intéressant, avec un beau développement et en tout cas qui est passionnant. Et ce qui est assez atypique, en tout cas ce qui est particulier, c'est que tu as quand même commencé au bas de l'échelle. Tu as commencé quand même un peu comme c'est toutes les fourmis ouvrières de la grande machine. Du coup, j'aimerais bien qu'on revienne au début de ta carrière, même au tout début de ta passion pour cette partie industrielle de l'aéronautique. Comment tout ça a commencé ? C'est une bonne question. Moi, j'ai un papa qui est mécanicien aéronautique. Et c'est vrai qu'on a grandi un peu à travers ces histoires qui nous racontait tous les soirs comment il sauvait des vols. Alors, je vais peut-être pas les raconter parce qu'aujourd'hui, on a une sécurité des vols qui est quand même bien upgradée depuis. Et donc, c'était très intéressant. On avait aussi accès, il n'y avait pas non plus de badge, la sûreté n'était pas au niveau que l'on connaît aujourd'hui. Donc, on avait accès facilement finalement au hangar où il travaillait. Et puis, rapidement, collégienne, je me rappelle m'avoir dit, mais... ça doit peser super lourd ce truc, mais comment ça peut voler? Et je me suis toujours posé cette question et c'est tout naturellement. Alors j'habitais à La Réunion, j'ai grandi à La Réunion, sur l'île de La Réunion et c'est vrai que dans le journal on voit une annonce, l'école technique d'Air France qui recrute pour ses prochains mécaniciens, ses futurs mécaniciens. Mon père me dit tiens, si t'aimes les avions, regarde. Puis donc j'ai passé les tests à La Réunion et je me rappelle j'étais déjà la seule fille. Et là, il y avait l'examinateur qui vient me voir et qui me dit « Vous avez compris que c'est pas pour faire hôtesse de l'air, on cherche des mécaniciens. » Je dis « Oui, j'ai bien compris, merci. » quand même. Ça commence, j'avais 15 ans et je me suis dit « Bon, le monsieur, il a dû se tromper. » Il faut rester accroché dans ses convictions, dans son envie. Enfin, voilà, Et voilà, et c'est comme ça qu'en 94, donc j'avais 16 ans et demi, et j'ai quitté La Réunion pour Massy-Palaiseau et pour intégrer l'école technique d'Air France et faire un cursus de 3 ans de formation pour devenir mécanicienne aéronautique. Donc après 3 ans, tu étais prête, on va dire, à être lâchée, à arriver dans le monde de l'emploi. Tout à fait. Et donc là, tu commences déjà chez Air France Industries. Exactement. Donc là, je suis embauchée à Orly, dans les hangars de maintenance, sur les grandes visites. Et je commence mon premier avion, c'est le 747-400. Donc là, on est déjà quand même sur un 747 très évolué. Et sur des visites de maintenance plutôt lourdes, parce qu'à l'époque, on faisait vraiment des visites qui duraient 1 à 2 mois avec... des SB, des AD, enfin des modifications de l'avion pour pouvoir voler en toute sécurité avec tout un tas d'historiques. Donc c'était mes premiers pas. Alors autant l'avion c'était super, autant je découvrais déjà quand j'étais en classe, j'étais la seule fille sur une promo de 42, donc c'était déjà pas simple. Et quand j'ai intégré les hangars, il n'y avait pas de fille mécanicienne en fait. Donc l'accueil a été, on va dire, complexe. Il y en a où c'était la surprise, ça posait pas de problème. J'ai eu des gens proches de la retraite qui me disaient mais t'as pas honte, t'as volé le travail d'un homme, c'est honteux. Bon, d'accord. Puis j'en avais des plus jeunes qui me disaient en fait t'as choisi un métier d'homme,
c'est pour avoir un maximum d'aventure. Je fais d'accord. Mais à aucun moment, on vient me dire, tiens, le métier pouvait t'intéresser. Donc ça a été un peu compliqué. Il fallait faire ça, très motivé. C'est ça, j'ai un chef d'équipe, justement, j'ai des chefs d'équipe qui ne voulaient pas m'avoir dans leurs équipes parce que pour eux, une fille, ça allait forcément mettre le bazar dans l'équipe. Donc, les premiers temps, on se dit et puis j'ai eu un premier chef d'équipe qui ne me donnait pas de travail. Alors, je pense qu'il n'avait pas confiance. C'était un peu frustrant. Alors qu'on est d'accord, le même diplôme, les mêmes, on est sur les mêmes compétences. Voilà. Je suis sortie MAGEPO, donc je pense que j'avais les compétences qu'il fallait. Et puis, je voyais mes collègues de classe qui, eux, travaillaient déjà tous. Et moi, j'étais en doublon tout le temps. Donc, au bout d'un moment, c'était un peu pénible. Ouais. Et puis, on arrive à la maturité de l'A340. Donc l'Airbus A340 qu'avait Air France et sur les premières visites, donc 5 ans après l'entrée de l'avion en service. Et là, donc, Air France Industrie ouvre un hangar dédié à l'A340 sur Orly pour faire justement ces visites de 5 ans. C'est 405, oui, c'est ça. Sur les visites de 5 ans, les GV qu'il y avait à l'époque. Et là, je fais partie des équipes en fait, qui sont remodelées pour aller sur cet avion-là. Et ça a été super parce que bien que le manager de l'époque m'ait dit t'as pas intérêt à mettre le bazar, sinon ça va mal se passer. Bon, d'accord. En fait, il avait juste peur. Il avait jamais eu de fille dans son équipe. Et là, ça a été génial. C'était une expérience incroyable. On bossait en 3-8. Voilà. Et puis, parce que j'étais là pas par hasard. Et, je travaillais aussi bien que mes collègues. Certains mieux parfois que certains. Et en fait, la crédibilité, elle se fait par l'exemplarité. Et voilà. Donc, je pense que c'est vraiment... c'est ce que j'en ai mon cœur retiré. C'est que quand on veut quelque chose, il faut rester aligné. Et puis après, c'est à nous d'aller chercher finalement la crédibilité par le travail. Et puis, il ne faut pas trop se démotiver ou être dégoûté par les preuves. Enfin, voilà, il faut arriver à prendre un peu sur soi, malheureusement, en se disant... la motivation qui a fait que... C'est ça. Puis j'étais jeune, j'avais 19 ans. On n'a pas non plus toutes les armes à 19 ans quand on rentre dans un métier comme ça, où les gens ont plutôt 40 ans autour de nous, 30 ans. Ça avait des gros écarts. Et donc, il faut faire sa place. Et en même temps... Voilà, je pense qu'il faut que ça glisse. Il faut penser ce que vous voulez. Moi, je vais faire mon boulot. Et puis la passion de travailler sur ces appareils-là, etc. Ça joue aussi. Enfin, voilà, on n'a pas envie de s'en éloigner. Et d'ailleurs, il y a peut-être des stages aussi juste pendant la formation, parce que comment ça se passe, juste pour revenir un peu sur la formation, avant d'être largué comme ça sur un avion. Est-ce qu'il y a des fois, je sais pas, des alternances? Comment ça se passe un petit peu là, les 3 ans? Alors, c'était l'école de Villegénis. En fait, à l'époque, moi, je fais partie de la dernière promotion privée d'Air France, et ensuite Air France. Ensuite, avec le GIFAS, la FNAM et le groupe Aéroport de Paris, a monté un centre de formation qui s'appelle l'AFMAE aujourd'hui. Donc, c'est l'association pour la formation des métiers de l'aérien, qui existe toujours, qui va fêter ses 30 ans cette année. Et ces 3 années-là, en fait, ces 3 années où on avait une intraveineuse de théorie, donc pneumatique, hydraulique, instruments de bord, radio, uniquement dédié à l'aérien. Oui, il faut pouvoir tout faire. C'est pas spécialisé sur une partie de l'avion. On n'est pas spécialisé. Il faut pouvoir tout faire. Tout à fait, parce qu'en plus dans la promotion aujourd'hui, au début, on ne choisissait pas encore sa spécialité, donc on avait du dessin technique, évidemment les sciences, les maths, les mécaphies, etc. Et sur le domaine, il y avait un hangar, et dans le hangar, il y avait un tronçon de 727. Un 707 pratiquement complet, une caravelle complète, un autre tronçon de caravelle, DT6, DT33. Et puis on avait en plus des ateliers où on faisait du câblage, des commandes de vol, des choses comme ça. Donc on avait une première année avec quand même beaucoup de théorie, puisqu'il fallait qu'on rentre dans tout ce qui est l'aérien, et puis on vient de loin quand même. Oui, bien sûr. On n'y connaît rien, on est jeune. Et puis les 2 autres années, beaucoup de pratique. La 3e année, 3/4 de pratique, avec des choses répétitives. Ce qui fait qu'en sortant, en fait, on n'est pas du tout perdu en arrivant dans un hangar. On connaît l'avion, même si ce n'est pas ce modèle-là, on en a vu d'autres. On a eu le temps de faire nos bêtises, on a eu le temps d'apprendre, d'avoir été corrigé. Mais voilà, ça permet de reconnaître les éléments principaux. Et ma spécialité à moi, c'était électricité, instrument de bord radio, donc ce qu'on appelait UIR, ce qui est aujourd'hui le B2. Et donc après, j'étais plus partout où il y avait de l'électricité, mais comme il y en a partout, autant dans le réservoir que sur un moteur, qu'au cockpit. Ok, donc il y a quand même un moment où on se spécialise un petit peu plus sur certains systèmes. B1, B2 en fait. Soit on est sur une partie, sur le système plutôt cellules mécaniques avec un petit peu d'électricité, et là on va être plus sur les gros systèmes pneumatiques, hydrauliques et la mécanique. Et la partie après plutôt B2, donc tout ce qui est système avionique. Mais bien sûr après dans le quotidien, on travaille beaucoup les uns avec les autres, avec la 3e spécialité, celle des chaudronniers.
Donc tout ce qui est mécanicien structure, Ouais. qui eux vont aller plus sur tout ce qui est métallique et puis composite. Ok, d'accord, donc c'est réparti comme ça. Oui, voilà. Et tu parlais déjà un peu des horaires de mécaniciens qui s'arrangent en fonction des postes. Toi, t'as trouvé ça comment? C'était pas trop compliqué justement ces horaires? Parce que quand l'avion vole le jour, On travaille la nuit. Travaille la nuit, voilà. Ouais, tout à fait. C'est pas particulier justement. Si, c'est très particulier, mais c'est ce qui fait le charme de ce métier aussi. C'est vrai qu'à 19 ans, quand je racontais à mes copines et mes copains qui étaient peut-être encore en train de faire des études, moi je suis mécanicienne, je travaille en 3/8, voilà, je travaille en décalé. C'est un peu atypique. C'est vrai que le soir, quand vous commencez à 22h30, qu'il y a un dîner avec des copains, moi je vais y aller. Hein, voilà. Mais en même temps, c'est ce qui fait la richesse. On a du temps pour soi aussi, parce qu'on travaille le matin, le soir, on travaille un peu le week-end, donc on a du temps dans la semaine. Et puis, l'équipe, elle se compose plutôt bien. Tout le monde est un peu... on vit tous la même vie dans cette équipe de mécanos. Donc, on se raconte aussi, on s'entraide, on vit en décalé avec le monde. Mais finalement, c'est assez atypique et c'est plutôt sympa. Alors, c'est fatigant, je ne vais pas dire. Hein, les décalés, c'est jamais simple. Le pire des horaires que j'ai fait, des fois on faisait 2 jours du matin, 1 jour de repos, 3 jours du soir, 1 jour de repos, 4 nuits, 2 jours de repos. Donc là, la semaine, on ne peut pas avoir son réveil de nuit tous les jours à la même heure, quoi. Il faut à chaque fois... Et en même temps, c'est ça l'aéronautique, un avion, ça doit vivre et voler tout le temps, et donc il faut qu'il soit réparé quand il ne vole pas. Bien sûr. Il y avait des fois des petits moments de pression aussi, quand on est jeune et qu'on arrive là-dedans et qu'on a la pression de derrière. Voilà, l'avion il arrive, il faudrait vraiment qu'il reparte demain matin. C'est ça, voilà. Ça se gère avec les enjeux de sécurité tout derrière, ça se gère bien au début ou il y a un petit temps d'adaptation? Non, la pression temporelle, elle est là, c'est vrai. Alors le chef d'équipe donne le tempo, on a nos tâches qui sont à la journée, mais c'est vrai qu'on a une pression temporelle, avec aussi une précision du travail effectué, avec une qualité de travail qui est vérifiée. Pour ne pas reprendre le travail plusieurs fois et puis pour aussi délivrer finalement un travail qui ne met pas la sécurité des vols en péril. Bien sûr. Pas oublier un outillage sur avion. On n'aime pas trop les FOD en aéronautique. Non, voilà. Et à l'époque, en 97, tout ce qui était antiphone n'existait pas. On en était loin. Hein, donc c'est vrai que tout ça s'est construit. Des accidents. Voilà, j'ai des collègues aussi qui ont eu des accidents sur avion parce que la maintenance... On le rappelle, c'est génial, mais c'est dangereux. Un avion, c'est dangereux. Les pressions hydrauliques à 3000 PSU, c'est dangereux. Ouais. Et quand on change une partie du système, il faut s'assurer que le système soit bien étanche. Voilà, les commandes de vol, quand elles se déploient ou qu'elles se rétractent, s'il y a une main qui traîne, forcément, c'est pas l'avion qui va en pâtir, c'est plutôt l'homme. Donc un avion, ça reste dangereux. Donc voilà, donc ça c'est important aussi. Donc ça fait peur. Ouais. Après avoir du coup commencé en tant que technicienne avionique, tu as évolué après, tu es repassé sur les bancs de l'école, c'est ça? Oui, c'est ça. Au bout de 6 ans, j'adore ce métier, je l'adore toujours, mais je voulais en voir plus. Voilà, curiosité, avide aussi de voir ce qui se cachait. Beaucoup de gens dans les bureaux, quand on est allé en guerre, on se demande ce qu'ils font. Donc voilà. Je me suis demandé et je suis partie passer un BTS que j'ai fait en FONGECIF à l'époque. C'est-à-dire que j'avais que 10 mois pour faire des études. Et donc j'ai condensé un BTS et un peu de validation d'acquis. Et donc je suis revenue chez Air France avec un diplôme Bac+2. Et j'ai donc postulé sur un nouveau poste au bureau technique, donc à l'engineering. Moi qui avais fait beaucoup d'Airbus avec un tout petit peu de 47, je me suis retrouvée à l'engineering 777. Donc là, je redécouvrais un nouvel avion. Et c'est vrai que chez les mécaniciens, souvent, on bataille un peu entre les pro Airbus et les pro Boeing, parce que c'est quand même des modèles, et même en termes de maintenance, c'est des philosophies différentes. D'accord. Mais ça, on l'apprend quand mais ça se ressent on vraiment, pratique. c'est vraiment pas les mêmes façons. Oui. Alors après, c'est un peu, c'est bienveillant, c'est sympathique, mais c'est vrai quand on fait... moi, j'étais pro Airbus, et quand on m'a dit, bon, tu vas aller sur Boeing, j'ai dit, oh non. Mais en fait, j'ai adoré le 777. Voilà, donc c'est peut-être aussi la peur d'aller à la découverte d'un autre avion. Et donc effectivement, j'ai été le support de mes anciens collègues, c'était assez sympa, mais c'était très fluide parce que du coup, comme on se connaissait déjà, là, il n'y avait pas besoin d'appuyer une crédibilité sur ma partie technique puisque j'avais travaillé avec eux avant, je continue après. Tu avais plus que fait tes preuves et en plus là, tu avais eu cette démarche d'aller de l'avant pour te... Voilà, c'était plus un sujet, c'était plutôt sympa.
Et là, j'ai appris ce qu'était finalement toute la documentation aérienne, la part EM, la navigabilité, les liaisons aussi avec les constructeurs, Boeing ou Airbus, quand on a un élément qui est en panne et qui n'est pas écrit dans la gamme ou dans la MM, etc. Comment on fait? Faut développer des réparations particulières qu'on fait approuver par les avionneurs, les constructeurs. Donc c'est vrai que c'était très intéressant d'expliquer, de découvrir aussi toutes ces différentes découpages de visite d'un avion, de maintenance. Voilà, un avion, ça se répare comment? C'est une bonne question. Voilà, il y a tout un abécédaire là-dessus. Donc, mais c'est en étant sur ces métiers-là qu'on le comprend. Et après, c'était de faire mon possible et au mieux pour simplifier la vie des mécaniciens. Ouais, tu avais la vision d'ensemble pour les aider. C'est ça. Et donc, on comprend un peu mieux les choses aussi, les contraintes. On est aussi à même de mieux les expliquer. Parce que parfois, c'est vrai, quand on est en prod, on peut râler en disant pourquoi j'ai ça à faire et pourquoi si, j'ai déjà fait ça là. C'est qu'en fait, derrière, il y a de la réglementation qui le demande. Et la réglementation, c'est le Saint Graal qu'il faut respecter. Exactement. Et d'ailleurs, on peut peut-être faire un tout petit point juste au niveau des acronymes pour éviter de perdre les auditeurs pour après. Donc, non, mais juste un petit peu. Donc, on est d'accord que. On est d'accord, tu vas nous expliquer, mais donc là, tu as parlé d'AMM, donc ça, c'est vraiment le manuel de référence pour la maintenance. Voilà, Aircraft Manual Maintenance. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acronymes dans l'aérien. C'est le moment, on fait le petit point comme ça, après, on peut s'en servir autant qu'on veut. Questions, et c'est vrai que c'est le manuel de maintenance pour réparer un avion. Chaque avion a son propre manuel. Et le mécanicien, il ne fait pas ce qu'il veut sur un avion, il suit un manuel extrêmement précis. Si ce n'est pas écrit dans le manuel, il n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme sur une voiture, une mobilette, où là on se dit ça devrait le faire. Je vais serrer comme ça, je vais serrer assez fort. Non, dans le manuel, on vous dit vous utilisez la clé dynamométrique et vous serrez à tel couple. Et si vous serrez trop fort, vous risquez de casser. Donc la pièce, à un moment, elle va partir de l'avion. Ça peut être un peu embêtant. C'est gênant. Voilà, donc voilà, c'est ça. Donc tout ce qui est manuel, etc. Donc c'est l'aéronautique, c'est une horlogerie extrêmement précise. Et donc tout est indiqué dedans. Et si jamais il y a quelque chose qui n'a pas été prévu à la base, c'est là qu'interviennent donc vous devez faire une demande, dire tiens, on a vu ça, on aimerait bien le réparer comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. On leur dit on a vu ça, c'est pas dans le manuel. Monsieur Boeing ou Monsieur Airbus, déjà, est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous avez déjà eu ce type de panne? Alors, ils vont nous dire oui, non, effectivement, on l'a eu avec un autre centre de maintenance, donc voilà ce qu'il faut faire. Ils nous donnent des directives. Les directives, il faut absolument qu'ils les approuvent, sinon, nous, on ne peut pas les donner aux mécaniciens. C'est vraiment... c'est leur avion, donc c'est eux qui le connaissent, et nous, on est exécutant de la maintenance. Il n'y a jamais de prise de décision haute comme ça de dire je pense que ça va être bon. Voilà. C'est une prise de décision, je pense que je ne monterai pas dans l'avion. Non, mais voilà, c'est quand même un des cadres vraiment de la maintenance aéronautique où effectivement, il y a tous ces documents, il y a une traçabilité et c'est un peu ce qui guide un peu tout, les temps derrière aussi. Et c'est pour ça que des fois, il y a des avions qui sont immobilisés alors que... C'est pour ça qu'on préfère retarder un avion plutôt que de le mettre en ligne en se disant ça devrait le faire. Évidemment. En fait, ça, c'est pas possible. On met pas trop de conditionnels. Non. Et puis, chaque mécanicien signe sa tâche et chaque signature, chaque tâche est enregistrée à vie pour l'avion. Donc, c'est important aussi. Le mécanicien, c'est un métier sur lequel il va énormément engager sa responsabilité aussi personnelle. Donc ça, c'est des métiers comme ça, c'est complètement différent de ce qu'on peut faire sur de la maintenance automobile. On est vraiment sur autre chose et sur des gammes vraiment plus exigeantes. Ouais, et puis il faut en avoir conscience aussi derrière. Oui, et c'est pour ça que ça fait partie des métiers passionnants. Bien sûr. Tu as commencé, on a parlé du 747-400. Tu as continué avec son cousin, on va dire, son gros cousin, le 380, en industrialisant le GP7200. Donc, c'est le moteur du 380. Exactement. C'était une époque qu'on ne connaît plus, parce que le 380 est parti. Toi, c'était comment d'être vieille d'un coup, là. Non, mais... C'est gentil. Il a une carrière, Alexandre. Il a Alexandre, c'est pas sympa quand même. Hein. C'est quoi ces questions? Non, mais... On va plus avoir d'invité la semaine prochaine. On va plus avoir d'invité dans l'émission après, Alex, t'abuses. Il a eu une carrière quand même assez courte. Chez Air France. Mais c'était quoi les enjeux de l'industrialisation du moteur? Alors déjà c'est un avion d'Airbus, on est en Europe, Air France aussi est un fleuron de l'aéronautique français et donc c'est important d'avoir ce type d'avion un peu exceptionnel dans la flotte d'Air France. C'est un avion quand même qui comporte beaucoup de passagers. Donc déjà commercialement pour le faire voler, il faut qu'il soit plein. Et c'est un avion, quand il a un problème technique, on ne peut pas renvoyer un autre 380 parce qu'on n'en avait pas beaucoup dans la flotte d'Air France, donc on renvoie 2 777. Donc en fait, économiquement, on a intérêt à s'assurer d'avoir... Voilà, donc c'est déjà un avion en termes de problématiques bis, c'est-à-dire de secours, c'est déjà un avion qui va coûter de l'argent à la compagnie aérienne.
Ensuite, cet avion, il faut l'entretenir et il était assez jeune quand il a été intégré aussi dans les frelottes. Et il faut savoir qu'un avion, quand il est jeune et qu'il est intégré, il va continuer à vivre. C'est comme un adolescent quand il arrive en flotte. Et ensuite, le constructeur va dire ah oui, il y a ci, il y a ça, faites telle modification. Ça, on a vu que dans le temps, peut-être que ça valait mieux que ce soit comme ci ou comme ça. Et donc, on va avoir énormément d'instructions pour continuer à finalement améliorer la fabrication finale en fait, de l'avion. Elle se fait quand même en exploitation. Alors, en toute sécurité, bien sûr. Et puis, le moteur, qui est dépendant de l'avion, qui est indépendant de l'avion. Donc lui, il n'est pas construit par Airbus, il est construit par Engine Alliance, qui est parfois, on le disait, il y a des fois des entreprises qui sont concurrentes et puis à un moment, ces concurrents, ils doivent s'allier pour faire un beau projet. Et donc là, c'était un projet entre Safran et GE. Et c'est comme ça qu'est né Engine Alliance. C'est comme ça qu'est né en fait ce moteur GP7200. Et à l'époque où moi, donc je me suis occupée de ce moteur, donc son industrialisation, c'est-à-dire qu'il était assez mature pour qu'on puisse le faire rentrer en shop visite, pour qu'il puisse faire ses premières visites de maintenance. Voilà. Et c'était une période un peu particulière puisque c'est le moment où j'ai décidé de reprendre mes études. Et j'ai passé un master 2 donc en alternance donc avec l'employeur parce que j'étais au-delà de l'âge de l'apprentissage, j'avais une trentaine d'années, mais c'était un programme interne. D'accord. Et donc ma partie entreprise, ça a été de travailler sur l'industrialisation de ce moteur et de tout mettre en place dans le workshop, donc l'usine qui s'occupait des moteurs. Et à ce jour, il n'y avait pas encore ce modèle de moteur. Donc, il a fallu mettre en place la formation, les outillages, les gammes de travail, le suivi, la place aussi. Voilà. Donc, c'était très, très enrichissant. Donc là, il fallait penser à tout parce que du coup, concrètement, personne n'avait jamais vu la doc, n'avait jamais vu tout était nouveau. Les outils. Il n'y a pas de support pour c'est une première fois. Donc c'est là, il faut penser à tout, l'organisation de l'espace. Et ça fait partie des choses sur lesquelles tu pouvais agir. Exactement, Okay. oui. C'était vraiment... j'étais avec des chefs de projet, donc sur ce projet-là de l'industrialisation. Et donc, il fallait bien définir tous les niveaux lots, la formation, l'achat des équipements, le remplacement, l'emplacement, etc. Et c'était vraiment très intéressant. On faisait ça aussi en lien avec Engine Alliance parce que c'est vrai que Air France Industrie travaille... l'intérêt, c'est évidemment la disponibilité de sa flotte, mais c'est aussi de faire du client. Donc, en fait, c'était aussi pour avoir la garantie qu'on pouvait proposer cette maintenance aussi à des clients qui possèdent aussi des GP7200. Vous devez être habilité du coup par les... Oui, c'est ça. Il y a cette question d'habilitation pour chaque centre. C'est ça. Okay. En fait, ce sont des centres qui sont suivis par l'aviation civile. Donc, on a des habilitations de maintenance qu'on appelle les Part 145 dans le jargon. Et ensuite, chaque technicien, chaque personne qui va travailler sur un type, que ce soit un type avion ou un type moteur, doit avoir une qualification propre en fait à l'élément. Okay. Voilà, ça veut dire qu'on est à même d'avoir assez de connaissances et de compétences pour travailler sur l'élément ou sur l'avion. Donc c'était pas on organise un peu le hangar, on met des personnes autour, C'était un peu faut plus passer que ça. beaucoup plus dans il faut rappeler que ça reste l'aéronautique et justement ça reste c'est un projet d'un peu plus de 2 ans. Passer. Voilà, c'est énorme. On parle en années chaque fois, bien sûr. Et en millions de dollars, mais ça. Évidemment. Tu as enchaîné avec un poste manager business unit sur les AWACS de l'armée de l'air française. Donc là, c'est ça. On rejoint l'autre monde, le monde autre militaire. Autre chose, voilà. C'était assez particulier, j'imagine, comme ambiance. C'était complètement particulier. Donc là, je quittais Orly pour intégrer Roissy. Et c'est vrai qu'Air France Industrie, dans ses nombreux clients, a le client armée de l'air français, et notamment l'entretien, la modification des AWACS. Donc les AWACS, ce sont les avions militaires qui ont une jolie galette au-dessus du toit et qui sont en fait des avions radars, c'est des tours de contrôle volante. Donc c'est 4 avions dans la flotte militaire. Et donc là, je prenais le poste de chef de prod. Et notre objectif, c'était effectivement la réparation de cet avion, mais surtout les grosses visites, là où qui demandent énormément de dépose de l'avion et de vérification jusqu'à la pièce de chaque système sur l'avion. Et on en a profité aussi pour redonner 25 ans de vie à l'avion, où on a complètement modernisé l'avion sur la partie surveillance. Puisque comme c'est un poste de contrôle, de tour de contrôle à l'intérieur, en fait, vous avez que des écrans. Et on passe du tube cathodique au digital. C'est un peu l'idée. Oui. Et puis, il faut savoir qu'il faut laisser quand même des choses, beaucoup de commandes de vol câble par câble, parce qu'on est sur du militaire et que le militaire, lui, il n'a pas de valise électronique qui l'attende quand il a une panne et qu'au milieu du désert, il faut qu'il puisse se dépanner.
Ouais. Donc les mécaniciens ont un training un peu différent. Et c'est vrai qu'il y a des commandes de vol, il y a des commandes de vol primaires qui restent en câble. Parce que si tout passait en électrique... Surtout que c'est un 707, enfin sur la base c'est une base d'un 707, donc c'est un avion qui est quand même tout à très fait. ancien. Voilà, mais du coup c'est un avion qui se répare bien parce qu'il est ancien et parce qu'il a peu de nouvelles technologies sur le fonctionnement de la machine. Autant on a mis une technologie de pointe à l'intérieur pour les parties opérationnelles, contrôle aérien, autant la partie de l'avion elle-même, elle est restée très ancienne. Il est surmotorisé par rapport à un 707 civil, avec des CFM 56-8, si je ne dis pas de bêtises. Des moteurs aussi qui ont des soucis pour trouver des pièces aujourd'hui, parce qu'il y a très peu d'avions qui ont ce type de moteur, voire plus du tout, à part les AWACS. Alors, il y a les AWACS militaires aussi US et Royal Air Force. Donc, on pouvait aussi céder entre armées, entre corps d'armée. Mais voilà, c'est vrai que l'obsolescence des pièces pour la maintenance, elle est compliquée sur ces avions-là. Donc là, tu avais pu faire le très jeune, l'introduction en flotte du 380, des nouveaux moteurs, et là, du coup, le très vieux, des grosses visites, des rétrofits. C'est ça, beaucoup de rétrofits, mais donc de la technologie de pointe à l'intérieur. Ouais. Et en plus, ce qui était drôle, c'était que quand moi, j'ai fait mon école de mécanicienne, on faisait du training sur du 707, donc j'ai retrouvé cet avion que je n'avais jamais connu en vol. J'avais eu la chance, avant mes 10 ans, de faire un vol sur Caravelle. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Du coup, c'est vrai que quand j'ai fait aussi ma partie formation sur de la Caravelle, c'était assez marrant. Mais là, de retrouver un 707, alors qu'il ne vole plus du tout, c'est une histoire. Les gens sont attachés à cette machine. C'est une belle machine. Du coup, la Boeing avait fait vraiment un bel avion. Et il n'y en a pas beaucoup. Du coup, vous faites comment pour tourner sur une année ? Vous essayez de lisser les tâches en fonction du nombre d'avions, enfin du nombre d'AWACS que vous recevez pour faire les maintenances. Comment ça se passe ? C'est ça, en fait, l'armée de l'air a un programme de maintenance. Donc, c'est la base d'Avor, la base 702, qui s'occupe de ces avions aussi, pour tout ce qui est maintenance légère. Et dès qu'on passe sur du rétrofit, donc des maintenances un peu plus lourdes, des grosses visites ou bien finalement des grosses modifications, l'avion peut être arrêté jusqu'à 1 an complet. Et dans ces cas-là, on les passe un par un. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on essaye de toute manière d'en avoir qu'un seul immobilisé sur du long terme. L'armée de l'air a aussi effectivement ses besoins. Par exemple, si on prend le 14 juillet, vous avez un AWACS qui est en vol de démonstration, mais vous avez un autre qui va voler tout autour de la région parisienne et qui va surveiller... La sûreté en fait, de l'événement. Quoi. Exactement, la sûreté aérienne, voilà, savoir que l'espace aérien ne soit pas pénétré par... on ne sait pas par qui, mais il vaut mieux que ce soit évité. Faut protéger. Exactement. Donc là, c'était vraiment la partie militaire, on revient sur de l'ancienne génération. Ouais. Tu as pu voir des choses, j'imagine, assez... je peux pas t'en parler. Tu dis que sinon, il va falloir nous éliminer. C'est ça. Et vu qu'on est à l'écran, je pense qu'on est à un sacré nombre, ça va être peut-être compliqué. Oh là là. C'est notre seule protection, évidemment. Tu as continué ensuite avec la line maintenance du 777 et la famille 320, donc Airbus. Là, pareil, tu prends un step, tu touches encore plus une gamme encore plus grosse. Là, les défis, j'imagine, sont aussi encore plus... Les enjeux et les défis sont plus gros. C'est ça. Comment tu deals avec tout ça et comment tu fais cette montée, on va dire, en compétence petit à petit ? Tu utilises tout ce que tu as appris avant ? Absolument. Ok. Absolument. Dans mon parcours de carrière, alors les choses se sont faites aussi parce que voilà, c'est aussi des rencontres, on nous fait confiance, donc il y a aussi toujours un facteur chance sur un cursus. Après, moi, j'ai toujours mis beaucoup de points d'honneur à travailler et c'est vrai que c'est parce que aussi on est impliqué dans son travail qu'on a cette crédibilité-là. Et c'est vrai qu'après avoir managé cette équipe de prod à la WACS, donc j'ai à peu près une équipe de 50 personnes pluridisciplinaires, du mécanicien, du planning et puis de la logistique. Et là, je me retrouve donc à être responsable de la production en piste sur Orly, donc la production, les mécaniciens, les techniciens. À peu près 150 personnes, donc les équipes, les chefs d'équipe, en 3-8-7-7, donc ça veut dire sur les 3 horaires dans la journée, 7 jours sur 7. Sur la flotte Air France, principalement à Orly, donc on avait 11 longs courriers, les 777 uniquement, et puis une quarantaine de moyens courriers de la flotte 318, 319, 320, 321. Et c'est intéressant puisqu'autant les longs courriers vont voler la nuit, et puis nous on les répare le jour quand ils sont à Orly, et autant tous les moyens courriers vont voler
beaucoup la journée. Et puis par contre, la nuit, ils sont au sol et là, on va passer toutes les visites journalières. Après, on cadence. Donc, il y a un vrai partenariat avec les équipes de programmation qui s'appellent dans le jargon des queries. Et ces équipes-là chaque matricule avion va être suivie, va être cadencée. Et nous, on a aussi un temps très court imparti pour réaliser des maintenances très courtes. Et si on voit un dommage important, on déclasse l'avion, on l'enlève de la piste, on l'envoie en hangar et on sait aussi, on prévient les opérations. Okay. C'est-à-dire que demain, cette machine-là n'est pas réengagée et qu'il faut qu'on trouve une machine qui va prendre sa place. Donc c'est pour ça, souvent, on voit des lettres sur les avions, on se demande pourquoi les avions sont immatriculés. C'est parce qu'on suit chaque avion par son propre nom pour pouvoir cadencer comme ça. Et quand vous en avez plus de 40 à suivre, c'est que les équipes font un travail fabuleux. Voilà. Et ça veut dire qu'après, les techniciens, la maintenance derrière, elle a aussi une vraie pression temporelle à cause de l'exploitation des avions. On évite que des passagers attendent leur avion ou sont dans l'avion et attendent qu'on dépanne. Et en même temps, parfois, c'est compliqué parce qu'il y a des pannes qui ne se réparent pas en 10 minutes. Et puis, parfois, on a aussi des mauvaises surprises. Donc, ça arrive aux passagers de débarquer, de devoir changer de machine parce que l'intérêt principal, c'est de voler en toute sécurité. Et la sécurité des vols ne laisse pas la place au doute. C'est une grosse équipe quand même qui s'occupe de la line maintenance pour les 777 et les 320. Oui, c'est ce que je dis, c'est à peu près 150 personnes, okay. Voilà, 150 mécaniciens purs. Ce sont des équipes, donc on a 5 équipes qui vont tourner sur les moyens courriers et puis à peu près 5 équipes aussi sur les longs courriers avec des horaires différentes, des équipes qui sont entre 8 et 12 personnes. Avec du bagage B1, donc plus qui vont être sur des systèmes, du bagage B2 plus sur de l'avionique, et puis appuyé aussi avec des super spécialistes, je les appellerai comme ça, donc des contrôleurs, mais de maintenance, qui vont être là, eux, ils possèdent plus de connaissances pointues sur des systèmes en particulier, et ils ont aussi accès à de la documentation tout de suite. Donc le mécanicien peut être sur une machine, passer un coup de fil au contrôleur de maintenance qui lui va le guider ou va l'aider si jamais il a un doute. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'iPad et avec toute cette nouvelle technologie, avant on n'avait que du papier et puis il fallait retourner à la même base, lire sa doc, repartir. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus rapide avec les iPads. Les mécaniciens sont tous dotés d'iPad, donc ça c'est quand même... Qui vont voir leur petite... Ils tapent dans la barre de recherche le nom du système ou la référence. C'est ça, et ça appelle le manuel de maintenance. Et en même temps, vous avez un logiciel qui va suivre chaque avion. Et chaque mécanicien, chaque technicien devra rentrer précisément ce qu'il a fait sur chaque tâche, la signer avec une signature valide électronique qui est enregistrée. Et puis, c'est comme ça que l'avion, petit à petit, on va pouvoir agrémenter toute sa mémoire de maintenance et qu'il a un livret de maintenance absolument parfait, puisque c'est aussi ce qui fait la navigabilité de la machine. Sans ça, un avion ne pourrait pas voler. Et du coup, là, en lien avec les tablettes, est-ce que tu as senti l'arrivée encore plus de tout ce qui était maintenance prédictive? Est-ce que c'est des choses qui ont pris de plus en plus de place et qui ont été intéressantes aussi à utiliser? Parce qu'avant, on allait inspecter ce qui était peut-être endommagé, on le réparait, ou c'était prévu tous les 5-10 ans. Maintenant, il y a des choses où c'est un petit peu plus anticipé par tous les outils qui sont à dispo. Oui. Ça a beaucoup facilité le métier ou ça a été... Ça a changé. Je pense qu'il y a un peu de tout. Ça, je dis surtout, c'est vrai que à cette époque, il y a quelques années, on parlait du big data. Personne ne savait ce que ça voulait dire, big data. On était à l'ancienne. On allait voir, ça qui était cassé, on réparait, c'était pas cassé, on laissait en place. Et puis ce big data, en fait, on s'est rendu compte que surtout Air France, avec la flotte d'Air France, plus de 200 machines, ça générait énormément de données. Et ces données-là, Air France a créé finalement un département interne qui s'appelle Prognos, dont le pur métier, en fait, c'est de l'analyse de data pour pouvoir finalement faire du prédictif derrière. Et donc, chaque calculateur a son lot d'informations, chaque avion, température, temps, vol, etc. Et plus donc les informations de vol, les informations de maintenance. Et une fois que tout ça s'est passé au crible, ça nous donne des tendances. Donc sur les moteurs, sur chaque élément que peut composer un avion. Et ça va nous dire, ça, en général, au bout de 9000 heures de vol, ça va casser. À 8700 heures, on va peut-être le démonter, on va mettre un nouveau. Et donc oui, ça a changé la façon dont on fait de la maintenance. Déjà, ça a permis d'éviter d'aller à la casse, puisque une casse, c'est un avion qui n'est pas disponible. Un avion qui n'est pas disponible, c'est une perte pour une compagnie aérienne. Donc, on ne va pas jusqu'à la casse, on change avant, on remplace les pièces avant. Après, il y a toujours ce jeu financier qui vient aussi au regard de sa prédiction de maintenance, puisque
déposer une pièce sans qu'elle ait cassé pour l'envoyer en réparation alors qu'elle fonctionne bien, ça a un coût. On se dit combien de cycles elle avait encore, combien de cycles j'aurais pu gratter. Mais évidemment, voilà. Mais quand on va la remettre en réparation, ils vont changer des choses, etc. Ouais. Et alors qu'on aurait pu peut-être avoir ce coût un peu plus tard. Mais peut-être que là, elle aurait cassé. Donc en fait, c'est tout un tas d'hypothèses et de calculs assez précis. Et qui aujourd'hui fait qu'on a du coup des avions qu'on arrête moins pour cause de dommages, mais qu'on arrête sur un cycle qu'on s'est justement programmé. Donc le fait d'être prédictif, ça programme les plages de maintenance beaucoup plus précisément. Et puis ensuite, ça permet aussi de drainer le flux de composants qu'on a réparés dans les lignes de production pour avoir une pièce disponible, serviceable le plus rapidement possible. Oui, là, le monde idéal, c'est je sais que, telle maintenance, il y a tout ça qui est anticipé comme pièce. Du coup, il faut que tant de temps avant, j'ai récupéré les pièces et qu'elles soient là pile poil pour vraiment optimiser ce qui se faisait pas avant. Peut-être des personnes étaient là bloquées, j'ai besoin de cette pièce. Voilà, ou on plantait la machine et puis on attendait le lendemain. Et ça permet aussi d'anticiper du coup les équipes de techniciens, leurs interventions. Et donc aussi de quantifier un nombre de mécaniciens par jour ou par vacation sur telle et telle machine. On va savoir que là on va à une dépose moteur, là on a ceci, là. Et donc c'est vrai que c'est passionnant parce qu'on se dit mais comment est-ce que tout ça ils arrivent à calculer que la machine soit bien huilée, la programmation pour que tout se mette bien, toutes les palettes s'alignent. Les pièces, la supply chain, la logistique, parce que ça vient aussi en ligne de compte. Donc tous ces métiers-là, c'est des métiers de challenge. Et au bout du bout, quand on voit tous un avion décoller, on se dit tous qu'on a mis un petit quelque chose là-dedans et que c'est grâce à tout le monde. Et c'est ça, l'aérien, c'est aussi l'intelligence collective, c'est de travailler ensemble. C'est sûr que si vous n'aimez pas le travail en équipe, l'aérien, c'est plutôt un esprit d'équipe. Voilà, c'est plutôt même si on a un métier où on est un peu solitaire parce que c'est tel ou tel sujet, à la fin, on travaille pour un succès collectif. C'est ça qui est génial. Je vais te montrer une photo qui a été prise en 2020 pendant la période de Covid-19. Et tu vas me dire ce que tu en penses parce que ça t'impacte beaucoup. Tu connais. Oui. Je les reconnais, oui. Donc là, on est sur l'aéroport d'Orly. Ah oui. On voit beaucoup d'avions qui sont stationnés au sol, qui sont cloués au sol, parce que l'aéroport est fermé, je le rappelle. À cette époque-là, tu étais CEO, donc à la tête de Aigo Solutions. Présidente d'Aigo Solutions, ouais. Et vous aviez, certes, l'aéroport fermé, mais beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Je reconnais bien la piste là-bas, parce que vous avez les Air Caraïbes, des A350 d'Air Caraïbes, tous les 37 de Transavia. Bon, je ne m'occupais pas des Orange, mais et puis les French Bee et les Air Caraïbes qui sont au contact du terminal. Et oui, alors c'était une période incroyable. Donc l'aéroport était complètement fermé. Donc au moment, il a été décidé de fermer Orly. Aigo Solutions, son cœur de métier, c'est de faire de la maintenance en ligne, donc en piste. Quand on dit la line maintenance, c'est la maintenance en piste, pas dans les hangars. Et on a comme client les avions d'Air Caraïbes de French Bee. Donc la totalité, il y avait 11 avions à l'époque. Et il y avait une quarantaine, un peu plus de 40, 45, 737 de Transavia, et il faut tous les arrêter. Voilà, ils volent plus, c'est la galère totale. Et là, donc, on se dit, d'accord, ok, on arrête les avions, on sait pas où les mettre. Heureusement que l'aéroport était fermé. Donc, vous voyez, ceux qui sont alignés. D'un coup. Exactement. Donc, on les a tous mis bien alignés sur les pistes de décollage et d'atterrissage, en fait, pour avoir de la place. Et puis là, on s'est dit, tiens, c'est pas dans le manuel de maintenance d'immobiliser un avion de ligne aussi longtemps. Et donc là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, on contacte Boeing et Airbus en disant, voilà, donc nous, on est en charge de telle flotte, qu'est-ce qui se passe ? Et là, ils nous disent, ouh là là, on ne sait pas, on va réfléchir. D'accord. Bon, et entre-temps, qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça a été déjà une petite battle comme ça pour forcer les avionneurs, parce que du coup, le monde entier s'est tourné vers Boeing et Airbus en disant, on est tous dans cette situation. C'était sur la planète entière, et donc il leur a fallu très très vite trouver des procédures de maintenance exceptionnelles, c'est-à-dire qu'un avion qu'on va aller jusqu'à 7 jours, on a des procédures, c'est-à-dire qu'on va aller tous les 7 jours mettre l'avion sur des criques, on va tourner les pneus, parce qu'un avion c'est lourd, et si ça reste sur le pneu sans que ça bouge, le pneu il fait un plat. Donc en fait, même si un pneu c'est quand même très costaud, c'est pas fait pour supporter un avion tout le temps, 24 heures sur 24 pendant un mois. Donc tous les 7 jours, on savait qu'on avait les roues à tourner, toutes les roues, et bien sûr on ne faisait pas voler l'avion, et il fallait pas le déplacer non plus. Donc on mettait des criques sur les trains principaux, le train avant, on tournait les pneus. Donc ça il fallait aussi couvrir les pneus avec du plastique pour éviter l'humidité.
Ouais. Ensuite, il a fallu aussi faire démarrer les moteurs tous les 10 à 15 jours, ça dépend des modèles des avions. Donc, et en même temps, il fallait bâcher les moteurs, alors pour éviter, pas forcément l'humidité, mais toute la flore, la faune qui arrive à ce moment-là sur les avions, pour rappel, on est au printemps. Les animaux, c'est la teuf. Donc, faire un petit nid dans un moteur, après au démarrage, ça se passe moins bien. On a eu, le nombre de nids d'oiseaux qu'on a enlevés des avions, c'était incroyable. Et la vie, elle a repris son cours sur l'aéroport. Et on a vu beaucoup de renards, beaucoup d'oiseaux. On a vu des nids de pigeons dans les trains avant. On a vu des nids de plus petits oiseaux, des petits moineaux dans les volets. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à se nicher dans des tout petits trous, à passer. Et on avait des équipes tous les jours qui passaient faire toute la voilure des avions pour aller chasser les nids. Mais c'était incroyable. En une nuit, vous aviez les oiseaux, ils faisaient un nid complet, ils pondaient. Ah ouais. Donc on se retrouvait le matin avec des nids et des œufs. Donc le mécanicien, il revenait, tiens, j'ai encore trouvé une dizaine d'œufs aujourd'hui. Non, c'était vraiment une époque. Et pour le coup, on n'a jamais autant travaillé. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais connu un jour à la maison. Il y avait beaucoup d'avions à entretenir. Ensuite, on a eu des procédures de maintenance de plus en plus importantes de la part de Boeing et d'Airbus. Et donc, il a fallu qu'on draine des circuits hydrauliques, des circuits fuel. Il a fallu qu'on vérifie aussi que les joints ne sèchent pas. Il a fallu... Un avion, ça s'abîme beaucoup plus au sol qu'en vol. Il est fait pour voler, l'avion. Il est fait pour fonctionner. Il est fait pour être dans une atmosphère sans humidité. Et au sol, il y a beaucoup d'humidité. Et en plus, un avion immobile, ça crée des fuites à un moment. Vous avez les joints qui craquent. Voilà. Donc, ça a été une période assez intense, mais challenging. Voilà, beaucoup de challenges. Et alors, le plus gros challenge, ça a été quand on nous a dit c'est fini le Covid, il faut tout faire redécoller. Vous avez 15 jours. Aïe. OK. Et sauf que là, c'est compliqué parce que il y a eu beaucoup de retours parking parce que l'avion était nickel au niveau maintenance. On embarque et puis là, on commence à pousser au décollage. Et puis là, hop, un petit arbre lumineux au cockpit. Voilà, donc il faut revenir en maintenance et des systèmes qui lâchaient au décollage. Des systèmes, alors, ça ne met pas au niveau sécurité, il n'y avait pas de souci, mais on avait donné ordre quand même, les airlines avaient donné l'ordre aux pilotes au moindre problème de ne pas décoller avec cet avion, changer la machine, parce que voilà, on ne savait pas, il fallait qu'on regarde, est-ce que c'était quelque chose en cascade, est-ce que c'est quelque chose d'isolé. Voilà, c'est pour ça que vraiment l'industrie et le métier de la maintenance, il n'y a pas un jour qui ressemble à un autre, c'est toujours des nouveaux challenges. Il faut s'adapter en permanence. C'est génial, ouais, c'est vraiment top. Après ça, tu as pris la direction de l'AFMAE. Donc on en a parlé un peu avant. Donc là, tu bascules, tu changes de côté de l'apprenant à l'encadrant pédagogique. C'est ça. C'est un nouveau monde, en quelque sorte, mais que tu connais quand même d'une certaine manière. C'était quand même assez challengeant ou pas ? Oui, ce qui était challengeant, alors à ma grande surprise, c'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire qu'effectivement, là, je suis chef de prod, j'ai passé ma vie en production, j'ai été mécanicienne, j'ai été technicienne, j'ai été cadre encadrant, j'ai été donc directrice présidente. Et toujours je me suis toujours servi du background. Dans ces époques-là, j'ai aussi été maître d'apprentissage, j'ai aussi embauché moi-même des apprentis. Et comme je suis de formation mécanicienne, je connais l'exigence de cette formation. L'apprentissage, c'est un modèle un peu différent parce qu'aujourd'hui, le métier du mécanicien se fait en apprentissage via l'AFMAE. Et c'est vrai qu'on a une grosse partie quand même qui est celle du bac. N'importe quel bac en France, on a la même base. Après vient la spécialisation, coiffure, mécano, voilà. C'est cette spécialisation qui fait le métier. Et donc, quand je prends la direction du centre de formation, déjà, j'ai une petite idée de ce que je veux faire. Alors, j'arrive avec mes grandes ambitions de me dire, je veux un mécano le top possible, high level, il faut qu'on arrive à faire une formation de pointe. Bon, et puis là, je rencontre l'éducation nationale qui me dit, vous êtes bien gentille, ma petite dame, mais le bac, c'est le bac et on ne va pas le changer pour l'aérien. Et donc, vous partez, vous n'avez pas le choix. Ça commence. Je me dis, bon, d'accord, donc on ne peut pas changer les heures. On ne peut pas enlever un peu de PS, on ne peut pas enlever certaines matières pour mettre de l'aéro pur. Non, vous ne pouvez pas. Ah, bon, d'accord. Et donc, il a fallu faire avec ce qui était déjà en place et avec les équipes de formation. Donc, ce qui est super à l'AFMAE, c'est que les formateurs pour les bacs pro sont tous des anciens techniciens.
Donc tous des gens qui ont travaillé sur avion, qui ont eu leurs compétences validées par l'aviation civile également, puisque là aussi on est sur de l'enseignement qui va aller vers des certifications par l'aviation civile, ce qui permet à un mécanicien de travailler sur des avions. On enchaîne pas mal de compétences à valider. Et donc ça déjà, je me suis heurtée au référentiel du bac pro aéronautique. Et puis ensuite, la deuxième chose, je me dis, mais tiens, comment c'est financé la formation ? Puisque l'apprentissage, le jeune est rémunéré par l'entreprise et l'entreprise ne paye pas le centre de formation. Qu'on se dit, bah tiens. D'où viennent les sous ? Voilà. Et parce qu'en plus, quand j'ai pris, moi, la direction de l'AFMAE, c'était post-Covid. Et bien sûr, l'État a fait une belle réforme de l'apprentissage et puis ensuite une réforme du budget. Et donc, je me suis rendu compte que c'est donc l'État qui rémunère les centres de formation, les CFA, avec bien sûr un niveau d'identification qui est réfléchi, avec les grandes instances qu'on connaît nationaux, qui sont la FNAM, donc la Fédération de l'aviation et de ses métiers, qui représente en fait la partie aviation civile. Et puis le GIFAS, donc le groupement industriel français aéronautique et spatial, qui représente la partie construction, donc la partie tout ce qui est UMM, donc l'acronyme. IBMM, là, je ne l'ai pas. Et pourtant il fait partie du GIFAS aussi. C'est la métallurgie. Voilà, okay. C'est tout ce qui est métier de la métallurgie. Et en fait, voilà, ça a été un deuxième challenge, c'était de continuer à convaincre les partenaires de l'État et les partenaires des différentes instances que le métier de l'aéronautique, tous les métiers liés à l'aéronautique sont très importants, qui sont très précis et que pour ça, il faut qu'on soit financé pour qu'on puisse offrir aux jeunes hommes et à la jeune fille qui ont envie d'épouser ce genre de filière les meilleures formations possibles. Mmh. Je comprends bien. Donc là, tu arrives post-Covid. Oui. C'est quand même le milieu aéronautique a quand même subi une grosse crise. Oui. Comment au CFA tu gères cette situation-là ? Comment tu remontes, on va dire, cette pente ? Alors c'est compliqué parce qu'il y a un vrai bashing de l'aérien. On s'en souvient. Il y a eu pas mal de choses qui sont parues dans la presse. Et vraiment, il y a eu une information, arrêtez d'aller dans l'aérien, ça pollue la planète, c'est pas des métiers d'avenir. Alors, on va pas le cacher, l'aérien, ça pollue la planète, oui, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui sont dédiés dans la recherche pour finalement décarboner ce secteur. Donc, rien va se faire en 2-3 jours, ça va prendre du temps, des années. Et pour ça, il nous faut aussi cette nouvelle génération. Donc, on a eu à combattre ce bashing de l'aérien pour attirer des candidats dans les filières parce que du coup, on a eu beaucoup moins de candidats. Et sans réparation, sans maintenance sur un avion, quel que soit l'aéronef, il ne va pas décoller. On pouvait avoir plein de pilotes, plein d'hôtesses de l'air et de stewards. Et si l'avion il est en panne, il est en panne. Ah bah oui, voilà. Ça va moins bien voler d'un coup. Exactement. Donc, en fait, ça fait partie des métiers où il a fallu expliquer ce que c'est que ce métier parce que il est assez méconnu en fait dans l'aérien. On parle peu de l'industrie et de la maintenance et c'est vrai que les métiers de construction et de maintenance sont quand même peu connus. Donc il a fallu expliquer à la jeune génération puisque les jeunes on les forme à partir de 16 ans et c'est vrai souvent quand on vous dit à 16 ans ou collégien vous voulez faire quoi dans la vie, vous n'avez pas un truc qui dit mécanicien aéro. Ouais. C'est pas déjà l'aéro. C'était un peu ton cas. Moi, c'était mon cas, mais j'avais un père dans l'aérien. Et c'est vrai que et on voit bien les jeunes, on leur demande, mais comment vous avez connu la filière ? Il y a soit un copain, un parent, le copain d'un parent. Et voilà, mais c'est vrai qu'il a fallu qu'on travaille là-dessus. Désirabilité des métiers, faire connaître les métiers, faire tomber les barrières aussi, dégenrer les métiers. Parce que, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais c'est aussi un métier de femme. Voilà, et ça c'est important aussi parce qu'on a besoin de femmes dans tous les métiers et dans le métier de l'industrie, il n'y a pas cette femme aujourd'hui. Donc il faut vraiment aller au-devant de ces jeunes filles et des jeunes garçons aussi et de se dire que l'égalité des chances est là. Enfin, voilà, si on a envie, il faut y aller, quel que soit son genre, c'est pas un problème. Donc ça c'est important. Donc on a tout reconstruit. La désirabilité, les parcours aussi, un peu avec l'éducation nationale. Et puis, on a aussi reconstruit les financements en aidant un peu la partie politique, à y voir clair. Donc, on était contents. À l'AFMAE, on a pu accueillir aussi le ministre du Travail, qui était Olivier Dussopt à l'époque, et Carole Grandjean, qui était déléguée à tout ce qui était apprentissage et formation.
Et on leur a montré notre centre qui est à Bonneuil en France, à côté du Bourget. Et on a un hangar avec un Falcon 50, on a un GP 7200, donc un moteur de la 380. On a un CF 650 aussi, qui est le moteur du 747 aussi. Et c'est vrai que, voilà, de toute manière, pour être un mécanicien, il faut du matériel de pointe. Et c'est ce qu'on leur a montré. Et voilà, et on leur a même fait faire quelques opérations de maintenance. Pour qu'ils voient vraiment jusqu'au bout. Exactement. C'est le relationnel voilà. le plus. Et ils étaient assez surpris. Puis à la fin, ça les a assez fait sourire. Ils ont trouvé ça super. Et du coup, au moins, ça, c'est un truc dans l'apprentissage. On vous apprend que si vous voulez que quelqu'un retienne quelque chose, il faut leur faire vivre une émotion. Si vous n'avez qu'un discours, même là, comme on fait ce soir, on parle, les gens vont écouter, vont peut-être lâcher, revenir. Mais si on vous fait faire quelque chose et que vous avez une émotion à ce moment-là, de surprise, de joie, de frustration, quoi que ce soit, vous allez vous rappeler du moment. Et ça, c'est quelque chose qui est très pédagogique. Et donc, on leur a fait vivre une émotion. Et ils se rappellent très, très bien de la fin. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Et ça permet de dire que l'aérien, ça a quand même tout son impact et tous ses enjeux et que c'est quand même génial. Voilà, qu'il faut intégrer ce secteur. Et encore une fois, là, c'était utiliser un peu toutes les compétences que tu avais pu avoir d'aller voir des gens à droite à gauche. Là, c'était à la fois gérer du recrutement, de la formation, aller un peu le côté étatique. C'était le multiple interlocuteur pour arriver à la fin, avoir quelqu'un et hop, le former jusqu'au bout. Exactement. C'est vrai que j'ai joué sur tous les tableaux, donc j'avais mes galons de management, de chef d'entreprise. Au-delà de la maintenance, j'ai appris aussi la finance, les RH, parce que quand on devient chef d'entreprise, il faut savoir manier tout ça. Et puis là, c'était un peu aussi l'axe, effectivement, sens politique, où il faut un moment, qui décide dans ce pays, c'est les politiques. Et si vous leur expliquez pas que l'aérien, en fait, c'est ultra important, même si vous êtes que 2 écoles en France, et c'est pas parce qu'on est petit qu'on est insignifiant, et ça, c'est important. Et donc oui, ça a été... et ma crédibilité aussi a été mon discours qui est très technique et industriel, où je leur ai dit, si vous voulez, en 5 minutes, je vous explique comment fonctionne un moteur, en vulgarisant les choses, les flux, l'air, la compression, décompression, la chaleur, la vitesse. Et en fait, très rapidement, ils m'ont dit « Ah, on a compris ». Je dis « oui, vous voyez, c'est finalement... » Et c'est comme ça qu'on arrive à... C'est compliqué, mais pas tant que ça. D'accord. Voilà. Et ça, c'est important aussi pour les jeunes. Il ne faut pas qu'ils aient peur. C'est vrai que des fois, oh non, c'est pas pour moi. Certains vont peut-être aller sur des métiers en se bridant. Je vais faire ça, mais pas ça. Non, il faut rien n'est compliqué. C'est juste une question d'envie. Mais aujourd'hui, pédagogiquement, que du mécanicien à l'agent d'escale, en passant par le personnel navigant commercial et en passant jusqu'au pilote, tous les systèmes pédagogiques sont en place. Donc en fait, il faut vraiment pas avoir de crainte, quelle que soit l'envie qu'on veut. Métier qu'on désire pour soi-même. Et on peut se laisser un peu porter. Alors, je vais prendre une petite question du chat. Alors, justement, tu nous disais que il y avait de la place pour tout le monde et c'était pas une question de genre, mais du coup, est-ce que justement, tu as pu voir des évolutions concrètes de peut-être de plus en plus de femmes qui allaient dans la maintenance? Est-ce que via la FMAE, tu as pu voir de plus en plus de jeunes filles qui arrivaient et qui après continuaient dans le secteur? Est-ce qu'il y a eu des changements concrets qui ont été vus ou est-ce que c'est quand même vraiment long à faire changer? Moi, en tout cas, je travaille beaucoup. Je passe beaucoup ces messages-là parce que c'est important et ça change, mais doucement. Voilà. Okay. Aujourd'hui, on peut dire que dans les filières techniques, on est en dessous des 10% de filles. D'accord. Mais je suis passée encore à la FMAE cet après-midi et j'étais ravie de voir une demi-classe de filles complète. Donc là, 5 filles, c'était vraiment bien. On a plus de filles dans les filières finalement ingénieurs. Là, on est autour de 20%. Mais aussi parce qu'on a aussi beaucoup de parents qui souhaitent le meilleur pour leurs enfants et qui les poussent à faire des études. Mais en fait, il faut vraiment écouter son enfant parce qu'on a des fois des jeunes, ils veulent travailler tout de suite. Ouais. Ou ils n'ont pas envie de faire des études, ou ils feront peut-être plus tard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire des études cadencées et les parents ne le savent pas toujours. Et donc, c'est vrai que le métier de mécanicien, c'est un beau métier. C'est un niveau bac pro, avec après 1 année encore de mention complémentaire en apprentissage. Ouais. Et c'est vrai qu'on voit petit à petit un peu plus de filles. On voit ça infuse quand même petit à petit. Ça infuse. Les entreprises travaillent beaucoup aussi pour féminiser les métiers. Les entreprises, le GIFAS aussi. Enfin, il y a vraiment énormément d'actions qui sont faites pour féminiser. Et c'est plus de la pédagogie, de dire, vous voulez une orientation, mais pensez aussi à ça. C'est aussi hyper ouvert.
Et encore une fois, la désirabilité, mettez la connaissance. Donc, mais petit à petit, voilà, on voit des filles. Et puis avec les réseaux, elles parlent aussi de leur métier. Donc voilà, on fait parler les jeunes. Donc ça faut un peu paver la voie, après donner les moyens et après arriver à continuer à montrer que ça existe et qu'en plus il y a plein de trucs sympas et ça vous donne envie. Et puis les écoles, je sais que quand j'étais à la FMAE, du coup on avait lancé aussi un Instagram, on avait revu l'image, pour parler aussi aux jeunes et on interviewait les apprentis pour que ça puisse de pair à pair être quelque chose qui était plus entendable, parce qu'un adulte qui va parler aux jeunes, le jeune va passer son chemin. Ouais, évidemment. La nouvelle génération aussi, il faut s'adapter aussi aux attentes des jeunes d'aujourd'hui. Ce ne sont pas les attentes des jeunes d'il y a 30 ans. Oui, la recette d'il y a 10 ans, il faut un petit peu la changer maintenant pour continuer à attirer du monde. Exactement. Donc, pour finir un peu l'interview, on peut dire aux jeunes qu'il ne faut pas hésiter. Ah oui, que c'est une filière qui recrute à fond. Oui. Qu'il y a quand même un bel avenir qui est possible. Enfin, toi, par exemple, tu as reçu la médaille de l'aéronautique et la Légion d'honneur pour ta carrière. Donc, c'est quand même qu'il y a des très, très belles carrières qui existent, que ce soit chez Air France Industries ou même d'autres industriels. D'autres grandes, bien sûr. Les grandes maisons, Safran, Dassault Aviation, Air France Industries, Sabena Technique. Vous avez des grandes maisons nationales. Je suis désolée pour les autres, je ne les ai pas toutes citées, mais on pense à elles. C'est déjà très bien. Et c'est vrai que ces grands groupes offrent aussi des cursus de carrière qui sont incroyables. Moi, je remercie ce grand groupe pour m'avoir aussi ouvert les portes et fait confiance. Après, c'est du travail personnel et de l'investissement, on ne va pas non plus se mentir, mais les possibilités, elles sont là. Et donc, ce qui est super en rentrant par n'importe quel métier dans l'aérien aujourd'hui, surtout dans l'industrie, vous avez des développements qui sont en fonction de vos choix. Vous ne voulez pas évoluer hiérarchiquement parce que ça ne vous plaît pas d'encadrer des équipes. Sur les mêmes niveaux aujourd'hui d'échelon, vous avez plusieurs métiers différents. Vous avez envie d'évoluer, génial, vous évoluerez, vous développez des compétences managériales. Et en fait, ce que j'ai réussi à faire, et que je souhaite à tout le monde de faire, c'est de toujours utiliser le background, donc les métiers d'avant, les enrichir de nouvelles compétences pour le métier suivant. Et ça, c'est génial parce que ça nous permet quand même d'arriver, peut-être pas sur les 2 pieds parce qu'on a des choses à apprendre, mais d'avoir au moins une base solide. Et en plus, ça dessert aussi les équipes avec lesquelles on travaille. Ouais. Et donc oui, il faut dire aux jeunes d'y aller, il faut dire aux jeunes pour l'aérien, après, comment y aller, c'est aussi une autre question. Il faut aller sur les sites internet des différentes grands corpos comme le GIFAS, la FNAM. Le site de l'AFMAE aussi vous explique pour les métiers dont ils forment, donc le mécanicien, l'agent d'escale et l'agent commercial navigant. Vous avez le SFMA, on en parle aussi, le salon de la formation des métiers de l'aérien qui est tous les ans le dernier week-end entre janvier et février. Donc ça, c'est au Bourget, c'est gratuit. Le salon du Bourget tous les 2 ans, incontournable. Évidemment. Ça, c'est... et puis, après, il y en a d'autres, les manifestations, même les salons d'étudiants, l'AFMAE est présent, les écoles de l'aérien aussi. Et puis, il ne faut pas hésiter, il faut aller sur les sites, postuler. D'ailleurs, je crois que l'AFMAE est là en plein recrutement des agents d'escale et le 7 février va ouvrir le recrutement pour toutes les filières techniques. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Il y a des portes ouvertes aussi, il faut faire les portes ouvertes des écoles. En fait, il faut aller à la rencontre. C'est quand même un milieu où c'est super de pouvoir aller rencontrer des personnes, s'inspirer comme ça en justement voyant des parcours, des personnes, des locaux, de se dire « Ah oui, mais attends, là, ils étudient 3 ans à côté de ça, ça me donne envie. » C'est ce genre de choses, quoi. Faut oser un petit peu ouvrir la porte et aller rencontrer toutes ces personnes. Et puis, on a des mécaniciens qui ensuite sont devenus pilotes. Vous avez dans vos cursus, l'aérien, ça reste quelque chose de très agile. Et c'est vrai que un pilote qui a eu quelques années mécanicien, ce qu'il trouve génial, c'est que lui, il va connaître son avion sur le bout des doigts, il va avoir des réflexes un peu issus de la maintenance qui complètent sa formation de pilote, et c'est aussi super. Donc chacun, finalement, dans son cursus et dans finalement sa voie, va trouver quelque chose d'intéressant à passer d'un métier à un autre. Donc oui, moi, je vous conseille d'aller dans le métier de l'air. C'est un très beau message, franchement. Merci Magali, et puis merci beaucoup maintenant c'est à toi Antoine de reprendre le lead, je crois. Tu nous as préparé un petit jeu. Après avoir appris plein de choses sur maintenance et sur ton beau parcours, je vais vous proposer un petit Guess the Aircraft. Alors certains, nos plus fidèles followers connaîtront déjà le concept. L'idée, c'est que je vais vous montrer une photo très zoomée, donc un extrait d'une photo, un zoom sur une photo d'un appareil. Donc ce seront que des appareils avec une livrée Air France.
Donc D'accord. voilà, pour ce soir, édition spéciale Air France. Celui-là, je le reconnais. Et donc, à partir de cette photo très zoomée, l'objectif sera de retrouver quel appareil c'est. Et donc voilà, une fois que vous aurez le bon appareil, je vous demanderai des petites informations complémentaires si vous les avez, une petite idée de la date d'entrée en service, de retrait de la flotte Air France et du nombre d'appareils exploités. Alors pareil, c'est pas garanti que toutes mes infos soient pile justes, donc on va faire... on a le droit à des petites approximations, mais c'est pour se rebalayer un peu l'histoire Air France, tous ces beaux appareils, et avoir des petits chiffres en plus avec. Quand tu parles d'entrée en service, c'est en service Air France Air France. Ok. Normalement, oui. Donc, on va être deux à participer sur le plateau, Ouais. sur le plateau, pas du tout, sur le Sur plateau le avec plateau. Magali. C'est la fatigue. Et puis le chat Est-ce que aussi. tu pourrais avoir le chat à tout savoir sous la main Je ou pas peux du avoir tout le chat sous Parce la que main. comme moi ça, j'ai mes t'auras petites tes aides questions. techniques, ça m'arrangerait Alexandre. Ça va être plus simple. Si tu veux. Comme ça, parce que oui, le chat participe, vous êtes derrière votre écran, mais vous pouvez participer et répondre en même temps à Exactement. de quel avion il s'agit. Et donc pour info, les premiers c'est plutôt niveau facile. Et après, on va peut-être complexifier un petit peu. Et on balaye vraiment toute la flotte. Est-ce qu'en régie, on est bon pour la première image ? Eh bien, c'est parti. Je vous propose le premier appareil. Alors, on ne voit pas grand-chose de l'appareil, mais un train d'atterrissage un peu classique. Et il se pourrait qu'on en ait même parlé pendant l'émission. Je l'ai. Parce que- Je Je crois que je l'ai à cause de l'immatriculation. C'est vrai. C'est un hasard, hein, mais. Est-ce que... Parce que une roulette comme ça, Ouais, le nez. mais pour Très allongé. pour moi, et le train est très très long, j'aurais dit Concorde. Ouais, une roulette, ouais. Le train est très petit. Il est tout petit, Ouais. ouais, j'aurais... Ouais, non ? Concorde ? Est-ce que le chat commence ? Alors, Parce que là, le il chat est n'est haut, pas hein. encore très, Eh ben, très actif. Mais Exactement, c'est bien le Concorde. Concorde, Et justement, comme on en parlait, c'est les 50 ans. Je voulais quand même commencer par cet appareil assez emblématique de la flotte Air France. Tout à fait. Donc voilà, les 50 ans T'as du pu Concorde. le connaître quand même en Alors moi, je service. l'ai vu en maintenance. J'ai jamais fait de voyage commercial avec. Et c'était une galère. Il est tout petit. Et en plus de ça, donc il faut être très agile. C'est vraiment pas pensé pour le mécanicien. Là, ils ont pensé vraiment au Mac de 2. Et en plus, c'est un avion au sol. Comme il chauffe énormément en vol, c'est un avion au sol qui est une passoire. Donc en fait, il goûte en hydraulique partout parce que c'est fait pour ça. En vol, en fait, tout va se détendre et donc il va y avoir une dilatation des tuyauteries. Donc la jointure va se faire parfaitement. Mais du coup, au sol, on passait notre temps à faire des pleins hydrauliques, à vérifier. C'était très très spécifique cet avion. Mais bon, ça reste un honneur pour chacun d'avoir pu mettre les mains sur cet avion, travailler sur cet avion. C'est On incroyable. a toujours plaisir à le revoir en Oh, photo, ouais. musée, enfin C'est tout ça. dans les films. Et alors pour le petit jeu, idée de l'entrée en service, du retrait et le nombre max exploité dans la flotte Air France. Je suis pas à 5 ans près à quelques appareils. Un ordre de grandeur. Sinon je vous les donne, je peux vous les donner. Ouais, entrée en service, c'est quoi, 79 Oh là, je ne saurais pas du tout. Et ben c'est 1976 pour Air France, Ok. retrait Ah en ouais. 2003, il y a eu 7 appareils exploités. Ok, Ah, c'est voilà, appareil. les 7, je les avais en tête. Mais, Donc voilà Donc, pour le ça premier. Donc commence. c'est bon le jeu, on se rôde là sur la première. Donc j'ai été bon voilà, comme c'était les 50 ans, c'est le Gentil, Concorde. J'ai voilà. pas été très gentil sur le zoom, mais un train assez classique, assez voilà. C'est quoi, c'est Rio derrière Je ne l'ai pas, Alexandre. T'as pas cette connaissance géographique Je te laisserai faire une recherche plus précise. Alors on va pouvoir passer à la suivante. Je l'ai parce que je connais la photo. Et ben là c'est justement pour la photo, donc je pense que vous avez une idée Est-ce de que t'as une l'empennage qui est au idée premier plan. mais Ah, moi, c'est le j'ai- premier plan De quoi? C'est du 777. Non, c'est l'avion qui est derrière, Oui, hein, pardon. bien sûr, c'est l'avion qui est Moi, j'aurais derrière. dit le 350 parce que Ouais, les ailes sont bien... j'hésitais entre le 350 et le 777 parce qu'ils ont volé tous les deux avec la patrouille de France. Je crois. Oh, ouais. Moi, j'aurais dit c'est la courbure de l'aile, non Moi, j'ai du mal Il est à. en La carbone. 777, elle est très droite alors qu'elle est beaucoup plus 350. Ouais. Elle est beaucoup Déjà, plus vous avez bon, vague. c'est une photo avec la patrouille de France, Oui. évidemment. Ah. Alors, quels sont les Dans le appareils chat- qui ont volé avec la patrouille de Alors, dans le France? chat, ça répond 747. Aussi, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, on voit pas le Je bout crois d'elle. Donc, qu'effectivement, c'est ça. ah, mais parce ça que doit être un 47. Les là. livrets de la patrouille de France Et- sont assez vieilles. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que... ouais. Antoine, Bel esprit de déduction. Ouais, ouais. J'aurais Alors, pas on dit peut afficher. Et c'est C'était Alpha tout à Jet, fait ah le ouais. 747 le piège. Air Ah, France super. avec le 747, 400. 400. Ouais, c'est ça. Puisqu'il a des winglets.
C'est incroyable. Et il est quand même. La photo il est beau, est hein. sympa. Donc là, ça Très fait belle partie photo, des vols très belle photo. Air Très France bel avec avion la patrouille aussi, de hein. France. C'est des beaux souvenirs. Ah ouais. Et alors, votre avis, alors, je vous donne l'entrée en service et le retrait, donc 1970 et 2016, si c'est ça. Bon, Ça doit être à peu près bon. 2016, Et alors ça doit me être paraît ça. tard, mais... Si ça fait 10 ans, Ouais. que le 747 Ok. est sorti de la flotte Euh, d'Air France. bah, les comptes sont bons C'était alors. Et alors, le 10 ans. nombre d'appareils, votre avis, à peu près? 47, oh, il y en a eu beaucoup des 47. Hein. Ah oui, mais il est quand que même tu t'as compté emblématique. que les 400 ou t'as compté aussi Tous. les 200, les... Ok. Oh, il Là, il y en a y avait plus. plus d'une vingtaine, non? Là, moi j'en ai même 70 en tout. Ah ouais. Chez Air France Sur la seulement? totalité, ouais. Ah ouais, ça, C'est incroyable. À vérifier, Ah ouais. si vous voulez Non, me non, mais challenger dans le chat, je n'hésitez pas à pense- mettre non, les mais ordres de c'est- grandeur. c'est- Ça me paraît Ah, en pas- plus, c'est vrai qu'Air France, Les- quand Air France et UTA ont fusionné. il y avait Il y aussi a- les 47 UTA C'est vrai. et ceux d'Air France. Et à mon avis, c'est vrai, les 747-200, il devait y avoir quand même une Ouais, sacrée il y avait paire. les 200, les 300, les 400. Ouais. Il y a eu les trois, Ouais. en fait, il est vrai. Et c'est vrai que moi, Emblé- quand j'ai commencé en 97, il y avait presque plus que des 400. Donc c'était déjà, ça avait déjà commencé à quitter la flotte. Ouais, les plus. Bravo en tout cas à NDRX12 et Bravo. à Ben Moll dans le chat qui nous ont... Qui ont trouvé la bonne trouvé réponse. la Eh ben, bonne bien réponse. joué à vous. Et ben, restez bien accrochés pour la suite. On va pouvoir passer à la Ça se photo complexifie, suivante. c'est ça? Encore une fois, c'est un appareil qui a été mentionné pendant. ça, château de Maintenon. Moi, je sais ce que c'est, hein, je vais oui. pas le dire. C'est la caravelle, la fameuse. Exactement. Et bah, du coup, comme vous l'avez eu directement, je vous demande entrée en service, retrait, le nombre un peu d'appareils. C'est avec cette belle photo de notre Entrée caravelle en nationale. service, Alors, 63. Ah, peut-être un peu avant. Ouais, c'est pas loin. C'est 1959. 59, 59. ok. Ouais. Et elle Alors, a dû retrait- être retirée dans les années 90. Et ben, Ouais, un peu c'est- plus tôt que ça. J'ai 81. Ah ouais? 80 Non. Ah, c'est trop tôt. Bah, on pourra. Ah, je trouve ça très tôt, 80. Non, c'est pas possible. C'est Non, pas je pense possible. que c'est un Ah peu- bah, non, parce que j'étais moi dans la j'ai chaîne. volé dessus et Ça volait j'étais trop dessus. jeune à 81 pour. Ah bah non. du coup c'était un peu après. Bah Ouais, c'est pour je ça que pense j'ai que dit c'est un c'était peu approximatif. après. Il y a peut-être des fois où je me suis. Je pense bon, que j'ai c'est fait au peut-être plus vite. 88 ou. Ok, mais bon, c'est dans ces années 80, Ouais. voilà. Il y avait combien d'exemplaires maintenant sélection ça? Bah oui, si vous pouvez l'avoir Ah, aussi. je pense qu'il y en avait quand même une sacrée paire. Il y en puisque avait c'est pas du mal. moyen Les courrier, caravelles, enfin, du ça avait courrier. été. Puis alors quand Airbus avait construit cet avion, c'était quand même l'avion qui planait. Si jamais il avait un problème au vol, il faisait Dijon-Paris en planant. Il devait y en avoir. On est en plusieurs centaines, non? Oh non. Non, quand même pas. Oh non, quand même pas. Ah, moi j'aurais mis 100, 120. Oh non. Moi, j'aurais Entre dit, le début et la fin, il y a quand même eu une grosse période entre Ah oui, de les années construction, 50. la totalité. Ah non, qui non, ont pas été la construits, totalité, mais Air totalité France, chez chez Air France, Entre les Ça, premiers je qui trouve sont ça arrivés énorme, et les une derniers, centaine. j'imagine qu'il y en a qui sont partis au scrap. Oui, mais à l'époque, on faisait pas autant de vols. Bah, Ah ouais. Non, non, c'était je plutôt pense autour de que- 50. Ah ouais, ok, Ouais, d'accord. j'aurais même Voilà. dit 30. Ouais, ouais, 30, Là, c'est 50, autour de ouais. 50, Autour ouais. de 50, ouais, oui. Bah, on faisait du Paris-Dijon. donc, Ça va pour l'instant, le jeu vous plaît en termes Ouais, de c'est zoom, de super données. Et ben on va pouvoir passer au suivant. Alors j'ai pas dit que tous les angles seraient faciles. Ah, c'est pas facile. Alors, déjà, c'est pas un Boeing, c'est un Airbus. Comment tu sais ça? Tout de suite, ça se voit que l'empennage à l'arrière. Ok. Aïe, aïe, aïe. En On fait, a un haut niveau là quand même. J'aime bien, je suis content. C'était le jeu pour ouais. toi Oh comme non. invité. Je pense, je vois quel dilemme a voulu faire Antoine. Soit c'est un 340, soit c'est un C'est 330. ça. Ah bah, en même temps, c'est la même. Le 330 ou le 340, c'est le même C'est- avion. C'est ouais. juste qu'il y en a un qui a quadrimoteur et l'autre bimoteur. Mais si c'est un gros porteur, ouais, cette livrée-là, c'est plutôt du 340, j'aurais dit, moi. Mais même pas, mais. Je me dis, si c'est un 340, c'est quand même compliqué de couper la photo pour que ça soit pile poil entre les deux moteurs. Mais ça peut être la famille des 320. Hein. En même temps, il y a des petits Non, le hublots. hublot est très petit, je trouve. Ouais, les C'est bleus bien, trop c'est que c'est un peu petits. relevé du coup comme zoom. Ça peut pas être un A310. Ou un A3. Bah, Si. Moi, j'essaie. Les volets, déjà, c'est des volets. ouais, la voilure, La je la fente trouve- comme je la trouve ça, pas très c'est- grande, la voilure. Sinon, j'aurais dit, enfin, ouais, ça. Bon, pour Airbus déjà, je vous suis, ça y est, pas photo. Dans le Ouais. chat, ça nous dit 320. Ben, soit c'est de la famille, ouais, soit c'est. Ça me paraît petit. La voilure, elle est pas énorme, hein. Elle est pas très grande. C'est hein. vrai. Donc, Bon, on n'a qu'à dire. 321, allez. 321, ok. Je reste sur 330, mais. Et pas ben non, convaincu. c'est bien court courrier, c'est du 320. Waouh, Ah. ok. Bien joué Ouais. avec le Bravo, Magali. A3 Vincent. Ok, c'est un Voilà.
Ah oui, je me suis vraiment embêté à prendre juste entre les moteurs pour mettre un petit peu le doute. Mais Magali avait bien réussi joué, à t'as trouver réussi Airbus. à- C'est déjà... En fait, Et c'est simple. direct, hein. Vous avez la sortie de la PU sur les Airbus, là, Ouais. qui est ronde. Ok. Et sur les Boeing, elle est Elle est- profilée, elle est plate. Ok, d'accord. Et en plus, Sympa. l'empennage, la partie donc plan horizontal à l'arrière, il va avoir là ce que vous voyez en bas et en haut, un peu les soufflets qui sont vraiment très différents sur Boeing et Airbus. D'accord. Et voilà, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Enfin, Nickel. entre autres. hein. Même sur une photo très zoomée. Et du coup, là, pour les petits chiffres, donc entrée en service juste avant le début des années 90, et il y en aurait 80 à 90 en tout, sur le totalité. D'Air 320. France. Ouais. Ouais, Ouais. c'est en train de diminuer parce qu'effectivement, l'Air France est parti d'Orly au profit de Ouais. Transavia. Mais oui, ça m'étonne Voilà. pas parce que moi, déjà à l'époque, quand j'étais en piste à Orly, on en avait 40. Ouais, c'était déjà Et il y en énorme. avait autant à ouais. Roissy. Donc, ouais. Eh C'est ben- un beau succès cet avion. hein. Eh oui, il est beau. Mm. Allez, on va passer au prochain, un petit peu plus vieux. Et alors là, Un DC-3. Ouais, je serais parti là-dessus aussi. Le fait d'avoir un train classique déjà. Un DC-3 ou... ça peut être très très zoomé comme photo. Ça peut pas être une constellation. Un 707, sinon c'est la peinture qui m'a... Les hublots sont quand même. Ou non, assez ouais, un gros. Constel. Le Constel, ça. Non, les hublots En sont même temps. grands, je suis d'accord. Les hublots sont un peu grands. Bah, plus Le un Air France, 707 comme ça, alors. c'est vraiment les années 40, 50. Ah oui, alors le 707. Et un Mercure Le Mercure, pour moi, ça vient après. Je Ouais. serais parti quand même sur DC3 ou DC4 dans ces un Douglas pour moi. Pourquoi on n'a pas Papy Fred sur le plateau? Il aurait forcément la réponse. Alors toi, du coup, Magali, ton dernier mot. Ah, écoute, je sais pas. La voilure me paraît quand même grande, hein. La photo est peut-être très zoomée. Il va nous Dans sortir le un chat, avion rikiki. ouais. Dans le chat, ça ne nous répond pas trop. Dur. Ah, on peut regarder. Non, Alors, je- tu pars sur DC. Moi, je pars Ah. sur DC3. Je sais pas Et- si tu veux te prononcer Bon, sur quelque chose. Non, vas-y, je te Ah ben. suis. alors. C'est pas le DC3, Aïe, aïe, aïe. c'est la Constellation. Constel. Il me paraissait gros aussi. Mais là, j'avais pas trop le choix parce qu'on le reconnaît vite sur un peu tous Oui. les autres angles. Ouais. Il évolue, hein. Mais effectivement, avec la livrée Air France, là, ça commence. Bah, le Constellation, du coup, 1947 quelle à année 1967. Et environ 60 appareils. Ah oui, quand même. Il y avait une grosse flotte. Hein. C'était énorme pour cette époque. Bah, 60 ouais. appareils. Surtout sur 20 ans. Mais bon, c'est mythique, hein. Constellation. Ah oui, il est juste mythique, après-guerre, hein. il y avait besoin de Ouais, transporter c'est du vrai. monde. Et c'est le premier gros, en fait, hein, Mm. Ouais. de la compagnie Air France, qui est né en 1933, hein, Air France. Ouais. Et là, où ça, en plus, le gros bout juste après-guerre. Enfin, ouais, 33, la période entre-deux-guerres, puis la guerre, et hop. Bah, c'est un premier avion sympa de ligne. Hein. Ouais. Voilà, donc le kit Constellation. Bravo, Antoine. Et ben, ça se passe pas trop mal pour le moment. Ouais, ça se Ouais, complexifie c'est pas petit à petit. Alors mais- attention au prochain. Ok. Au moteur, Au Je moteur. connais ce moteur. pour moi, c'est du DC6. Au moteur. Au moteur Ça ressemble quand même à du moteur. Si, quand même. Ah, réfléchis peut-être un peu plus. Euh, Je peux déjà te dire, c'est pas la bonne réponse. Comme ça t'oblige à sortir Ah autre ouais, à chose. ce moment-là. C'est compliqué. Ouais. Il se alors peut même là, On Non. en est vu un ensemble. Mais pour moi, j'allais dire justement, ça ressemble au Douglas. Enfin, c'était un DC6, hein, il me semble qu'on a vu, qui était venu il y a pas longtemps à Air Legend, au meeting Air On n'en a Legend. pas vu un en vol. Je pense Ah. qu'on n'en voit pas beaucoup en vol. Même Ah. quasi pas du tout en pas vol. volé du Alors tout. pour vous aider, l'année d'entrée en service c'est 1953 jusqu'à 1960 et il y en a eu 12. Oh là là, Euh, ah ouais, peu. Il y en a eu très peu. Ah, je vois pas du tout. On est montés tous les deux dans cet avion, Alexandre, dans un certain alors musée. là, C'est pas- Là, c'est pour l'aider parce qu'il a un peu du mal quand même. Ça va revenir. Non, mais moi je vois pas du Non, tout. mais hein. donc pour moi, c'est Aéroscopia. Enfin, c'est Aéroscopia, pas du tout. C'est les ailes anciennes où Ah ouais. il serait. Ouais. Et des avions, hormis breguet de pont. Mais c'est pas un breguet de pont quand même. C'est bien sûr un breguet de pont. On voit pas du tout le deuxième pont. Regarde. Incroyable. Waouh. Et justement, on voit bien, enfin la ligne vraiment du bloc qui est très très haute par Ah rapport ouais, au alors moteur. là. Oh, il est beau lui. Ouais, il est sympa. Avec la j'ai pas menti, c'est que des livrets Air Que France. des livres. Bon, je celui-là, il l'avais- n'a pas eu beaucoup. ah ouais, mais- je l'avais pas vu. Hein. Waouh. Incroyable, ok. Je Incroyable, l'avais pas du détail. tout. Et on a effectivement, donc c'était bien aux ailes anciennes où il y a un Il y breguet a un de breguet pont de pour pont. de Il y en a restauration. plus beaucoup, mais effectivement. Et comme tu disais, il n'y en avait pas tant que ça. Il y Bah c'est ça, avait, une douzaine. Donc, une douzaine, donc c'est un avion qui n'a pas forcément beaucoup marché, mais ça ressemble beaucoup au
au gros papy du 380, quoi. Ouais, bah, puis celui-là, Oh il là est là, mythique. C'est... L'arrière de l'avion, il est incroyable. Ah ouais, bah en fait, encore une fois, c'est en termes de zoom La de photos, maintenance. tout le reste, c'est quand même très. Il y a que lui, quoi, qui a cette tête-là. Mais même là, les ingénieurs qui ont conçu ça. Ah ouais. Ah, puis à l'intérieur, bah, pour l'avoir vu, ouais, c'est dingue hein, comment ça a été conçu. Enfin, c'est trop bien. J'aime bien cet avion. Bon, on va pouvoir passer au suivant. Alors, le suivant est facile avant que les derniers, ça se corse un petit peu. Mais le suivant est assez facile. Ça, j'aurais dit DC3. Oui, pareil. Exactement. Ah ouais. Là, il n'y a pas d'hésitation. Donc, effectivement, le DC3, mythique Force de aussi. sortir, on l'a eu. Voilà. Donc, lui, assez tôt dans la flotte, en 1936, j'ai eu, jusqu'au début des années 50. Et il y en a eu au moins entre 40 et 50. Ok. Ouais, c'était vraiment un avion de Seconde Guerre. Enfin, Ah, bah Ouais, oui, il y avait des récupéré. stocks c'est à ça. l'appel. ouais. Et alors là, on va pouvoir passer à la suite. Ah, j'ai pas demandé au chat s'il y a des. N'hésitez pas dans le chat à continuer à participer. Toujours, mais là, c'était restreint encore sur le Breguet de Pont. Et on espère que ça vous plaît, en tout cas, comme Gazi Aircraft. Ça, je l'ai. Ça, tu l'as? J'ai peut-être pas le numéro, mais je sais que c'est British. Celui-là, il me tient à cœur parce que là c'est où les j'ai fait mes CityJet, études. c'est pas un les- Ouais, c'est un- CityJet, exactement. Ouais. La compagnie. C'est Les un Embraer. BAE. C'était, oui, BAE British 135 Aircraft, ou je sais pas quoi là. C'est... ouais, et Presque. C'est un quadrimoteur. Ouais, c'est un en fait, Mistral. 546, non? Exactement. Le BAE bravo. 146. Yes. Et Ouais. du coup, ceux-là, à Cranfield, effectivement, il y en a. Ils en sont très très fiers, les Anglais. Ils s'en servent encore beaucoup pour Ouais, le et transport. puis, oui. Et Ça atterrit sur piste courte. oui, Ça, il il a était. London City. C'est pour ça il qu'il est avait en été- London City, Ouais. exactement. Il avait été fait pour ce qui est des charges là. Bon, après, il n'était pas très économe en fuel, tout ça, donc il n'a pas eu un gros succès. Mais en Angleterre, il y en a quand même eu beaucoup. Et moi, j'étais épaté et je connaissais pas trop cet avion. Et c'est quand on arrive en Angleterre, je me dis, mais pourquoi il y en a partout ces avions? Mais je le connaissais pas avant, et Et c'est- c'est ouais. hyper agile. Exactement. Tout à fait. Et donc voilà, le BAE 146. Et donc ça, chez Air France, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Là, je vous embête un Non. peu. Il y en C'était a dans eu les années 5. 90 aux années 2000 et il y en a eu entre 3 et 5. Ouais, c'est ça. Ouais. Effectivement, avec le Et avec CityJet. CityJet. Ouais. Dans le chat, ils avaient eu la bonne réponse. Et voilà, L haute. Je vous ai pas mis beaucoup de L haute dans ce chat, mais il en faut dans ce C'est vrai jeu, que c'est il en rare faut. des avions en ligne à Ouais. aile haute. Ouais. Et voilà. Bon, la fin. Il vous en reste 3. Alors, c'est des super galère. hélices avec 7 livrets Air France, donc la première. Hein. C'est un très petit avion. Ouais, on voit, il est court hein, sur le train. Je connais très peu d'avions qui ressemblent à ça, mais il y a des Saab qui existent, des avions Saab comme ça. Ah bon? Mais pour moi, à ma connaissance, Air France n'en avait pas, Air mais France. Antoine, Ah monsieur- là Alors, je peux vous dire, il y en a eu quand même apparemment. Bah, là, ça, faudrait que je vérifie. Il y en a quand même eu quelques-uns aux couleurs d'Air France. Il y en a eu quelques-uns. Faudrait que je vérifie le nombre parce que là, je suis un petit doute sur mes notes. Mais c'était entre fin des années 80 et années 2000. Et du coup, effectivement, bon, je vais vous donner la Saab réponse. 1000, non, un truc Ah ouais, comme ça. c'est quoi? Et ben non, c'est bien Saab 340. 340. Waouh. Sur lequel on a. Ah, Britair, bah, Ouais, bien c'est sûr. avec Britair. D'accord. De la fusion. Voilà. Ah oui, j'y pensais pas, à Britair. Ok. Et du coup, là, alors j'avais une vingtaine d'appareils avec Britair, mais il y en avait Ouais, peut-être c'est pas. possible. Mais voilà, une Ah, vingtaine. c'est possible, Donc, hein, oui. Et ça, du coup, après, j'ai pu voler dessus à Cranfield. C'est l'appareil d'essai de l'école. Ok. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit entre le billet 146 et le SAP 340. Ça Petit fait- clin d'œil. Petit clin d'œil. Ouais. Est-ce que Mais tu- avion très incroyable. Et hein. alors, ça tremble? Non. Ça fait du bruit? Parce Non, que- franchement, non, Bon, c'est ça très doit faire agréable. un peu du bruit quand Un même. petit peu, mais non, c'était très marrant. Avec le propre, engine propre. Mais voilà, SAP 340 avec une livrée Air France, je vous ai pas menti. Même si Ah c'est ouais, Britair, livrée Air France. Ouais, non, mais c'était Britair, donc c'est même après, parce qu'avant, Ouais. c'était les premières livrées Britair. Ouais. Ouais, c'est ça. Et qui ont été remplacées beaucoup par les Embraer et les CRJ. Ouais. Ouais. Mais voilà, Ils sont un peu plus mythique. Enfin voilà, avions régionaux qui Quand on voit le bus derrière, on dit qu'effectivement, la photo, elle a un peu d'âge. hein. Donc voilà, alors, est-ce que vous aurez les deux derniers? Alors le prochain, C'est moi où il est un peu bizarre le hublot extérieur. ah, je suis sympa, je vous ai mis tout le nez de l'avion là quand Il n'y même. a même pas de Ah ouais, hublot, il y a même c'est pas de un- hublot sur la porte. Ce serait de l'IA? Non, par contre c'est... non, là c'est un vrai de vrai. C'est un nez qui est quand même très profilé Airbus. Ouais. Là, Oui, c'est- bon, moi aussi, j'aurais dit Airbus tout de suite, mais c'est pas Vraiment, du tout famille des 320, tout ça, pas du tout, c'est pas ces Là, portes-là. c'est du jet régional Oh, un je peu l'ai, emblématique. C'est un ATR. Ah, c'est peut-être un C'est un ATR ATR. et la porte, elle sert d'escalier, parce qu'elle a Et pas de donc, c'est hublot, un donc... ATR, Et c'est pas un 42, Fokker 72? non. Oui, bah, il y a eu le 42-72 souvenir chez Air France. Donc, ouais, peut-être plus du 42, parce que le 72 est 42, arrivé c'était après. le plus... Oui, c'était le plus... Mais c'est ce qu'il y effectivement, avait eu avec Air Inter aussi.
Ouais, Donc vous restez à à TR42. TR42, je pense. Et ben c'était ce que tu as dit à un moment, Fokker. Ah, c'était un Fokker Fokker. Et ben j'hésitais avec le Fokker. C'est sorti, je me suis dit, ah mince, tu vas peut-être partir dessus. Mais... Ouais, j'ai sorti, Non. j'hésitais avec le Fokker. Totalement. Parce que les deux que je connaissais, oui, les ouais. deux que je connaissais, Ouais, mais c'était quand avec même, cet escalier-là. c'était- C'est fou comment le C'était un nez, Fokker 28. ouais. Ou un Fokker 27. Là j'ai Fokker 100. Fokker 100. Ah, t'as le 100 là. Ah oui, pardon, Normalement, j'avais c'est pas Fokker vu. 100. Oui. Sauf Ah oui, si, il a les deux issues de secours. C'est incroyable. Donc Non, voilà. je l'avais pas du tout, mais c'est fou. Bah comme oui, le nez régional. Du 320. Mais c'est vrai, hein, très ça. similaire. Mais les Fokker, ils étaient particuliers. Ouais, puis ça, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu, C'était ils avant les faisaient- Embraer. Ouais. Il y en a eu énormément. Et il faisait. Et en fait, mon père était mécanicien Fokker. Ah Et, ouais, d'accord. Et c'est pour ça que je connais cet avion. Et il faisait toute la partie sud, toutes les petites lignes, Nice, Marseille, Carcassonne, Incroyable. Lyon. Le Fokker Ouais. volait beaucoup à l'époque. Avant que ce soit beaucoup plus des Embraer qu'on voit maintenant sur ce type de marché. Exactement, ouais. Ouais, dans le chat, il me Ouais. disait que la porte de la Terre est à l'arrière. Effectivement, cet info n'a pas C'est été vrai. utilisé. C'est vrai. Et le Fokker, c'était le premier avion d'Air Réunion et Air Mayotte qui ensuite a fusionné pour devenir Air Austral. D'accord. Ok, ils ont ouais. commencé avec ça. Exactement. Et c'est pour ça que je suis allée habiter à La Réunion. C'est parce que mon père a fait travaillé, partie, a travaillé à La Réunion Ah, et ok, après a d'accord, fondé la mais- fondation ouais, d'Air ok. Austral. Ah bah on boucle plutôt bien l'histoire. Voilà. Ils ont fait quand même un petit dernier parce que je l'avais Bien sûr. préparé, mais c'est vrai Allons-y. qu'on aurait pu finir là-dessus. Alors là, est-ce qu'avec cet empennage, vous arrivez à Wow. trouver cet appareil? Donc fin des années 90, années Avec, 2000, et il y en a eu ouais. très très peu, hein, une dizaine d'appareils. Et puis quand on voit Ah. la queue de l'avion, là, Mais c'est vrai que justement, empennage un peu particulier quand Bah, même, donc je me suis Hormis dit, les ATR, il n'y a pas beaucoup d'empennage en T, mais ce n'est pas un ATR. Sinon, ce serait trop simple. il faut chercher plus exotique. Là, ça commence à être très spécifique. oh, alors Je là. crois que c'est. Ah non, c'est peut-être des empennages en H. Mais Beach. Les Beach 1900D, ils ont des empennages assez particuliers, mais je sais. Ça me paraît pas être ce type. Est-ce que le chat a une petite idée? Ah ouais, alors, parce que moi, Ouais, j'ai ça pas- parle de Beach aussi dans le Ah. dans FG Aviation. Peut-être que je suis pas trop loin. J'ai peut-être été un peu méchant sur les zooms quand même, mais bon. Oh non, Ça mais met du ça, challenge. c'est pas mal. CRJ aussi qu'on nous dit. Oh, je Non. crois pas, non. J'aurais pas dit honnêtement, CRJ, C'est moi. pas du CRJ. Non. J'ai King Air aussi. alors Effectivement, là. c'est un empennage. Bon, après Air France, avoir des King Air, ça me paraît quand même des avions Ah, c'est très un peu très petits. Là, c'est un peu plus gros quand même que du King Ouais. et du Beach. Alors, moi, je donne ma langue. au Langue chat. chat. Ah ouais, pareil. là, franchement, je j'ai sais. vraiment Eh ben, aucune c'est idée. un Dornier 328. Oh, bah alors là. Avec un empennage, enfin D'accord. vraiment, il a une tête quand même pas banale, quoi, que ce soit l'empennage, Non. même le truc, enfin voilà. Mais ça, Wow. il y en a eu très très peu. Mais il y a une ligne Air France avec cet avion, c'était la question un peu finale, ultime, un peu Ah piégeuse, ouais. je dirais Et même, combien, mais et combien il y en a eu chez une Air dizaine. France Ah oui. C'était sur quelle ligne, ça Ça faisait- On pourra regarder. C'est fou. C'est marqué quoi sous Air France, là C'est. On pourra vérifier. Ah, je vois pas si c'est marqué le nom de l'avion ou si c'est un... Par heure Airline, non? Ah, donc c'était un coach-air... On pourra regarder. Bah, en fait, du coup, j'ai étendu un peu Air France au sous-comptable. Ah, Enfin c'est voilà, super. c'était le but, Ouais. c'était de Mais, emballer euh, dans la livrée, livrée, quoi. ouais, voilà. Ah Mais oui, c'est c'était, bien. j'allais Non, dire, c'est- c'était c'est peut-être dans génial. les îles, mais parce qu'on voit Peut-être. quand même, après on voit des Ouais. gros porteurs au fond là-bas, donc c'était peut-être sur Orly. On regardera du coup exactement. J'ai pas eu le temps de Ouais, faire très dans le détail intéressant, toutes les celui-là. recherches. En tout cas, mais merci. ouais, Bravo, c'est un truc bravo. pas banal. Merci. Bah, bravo à vous, le merci. jeu. Bah, merci d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu. Ces petits... On a reballé un peu pas toute la flotte, mais quand même quelques appareils emblématiques, d'autres un petit peu plus de niche. Donc Tu voilà. nous auras fait découvrir des choses ce Super. soir. Merci Antoine. Exactement. Et donc on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Et ben du coup, merci beaucoup d'être venu avec nous. Est-ce qu'on voulait faire un petit tour de table des recommandations très rapidement? Est-ce que tu as des choses à J'avais dire une dans ces- toute petite reco. Voilà. Je sais pas si Magali t'en avait une ou pas du tout. Si, moi j'en ai une. Eh ben, on Je te laisse s'écoute. commencer comme ça. C'est juste que j'invite petits et grands à faire un petit tour qui est assez incroyable et qui vraiment ne me lasse pas, en tout cas de mon côté, c'est d'aller visiter le musée de l'air et de l'espace. Voilà, je vous conseille vraiment d'y aller, c'est génial. Ça marche. Et ben on prend. C'est vrai qu'on est tous, on aime bien passer du temps dans ce musée aussi. À ton tour, Alexandre, une petite. Moi, reco j'avais une news plutôt, une recommandation plutôt tournée spatiale. C'est rare, mais j'en ai. Prochainement, alors c'est une histoire de jours-semaines. Il y a la mission Artemis 2 qui va décoller depuis les États-Unis pour orbiter autour de la Lune, vérifier qu'en fait ce programme de retour vers la Lune fonctionne bien, et vous pouvez un peu rejoindre cette mission à votre manière, tout simplement
En allant sur le site de la NASA, vous pouvez inscrire votre nom et votre prénom qui sera mis sur une clé, alors c'est aléatoire, mais qui sera mis sur une clé SD et qui sera envoyé vers la Lune. Donc, vous pouvez d'une certaine manière voyager vers la Lune. Il ne faut pas hésiter, c'est gratuit, c'est disponible sur le site de la NASA. Donc, tapez Artemis, programme NASA, vous retrouverez tout de suite le lien. Un moyen d'aller dans l'espace, donc, à sa manière. Voilà. Petit moyen. Très abordable. Et donc, du coup, moi, je vais finir avec les recos, avec le Grand Prix Jacques Balsan de la photographie par l'Aéroclub de France. Donc voilà, les inscriptions sont ouvertes. L'idée, c'est que si vous avez fait une photo, vous pouvez aller sur ce site, la soumettre, monter votre petit dossier. N'hésitez pas à aller voir sur le site de l'Aéroclub de France. Il y a tout ce qu'il faut pour ce prix. Alors, j'ai pas la date je sais pas jusque quand on peut participer, mais n'hésitez pas à aller voir aussi ceux qui ont gagné les années d'avant. Il y a vraiment des magnifiques photos. Donc voilà, on est à l'Aéroclub de France. C'est vrai qu'on aime bien mettre en valeur les handicaps sous un peu toutes ses formes. Et bah, la photo, c'en est une très belle manière. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir si vous n'auriez pas des petits clichés qui peuvent être mis en avant là-bas, dans ce prix. Voilà. Merci Antoine pour cette recommandation. Cliché efficace. Merci à tous. Et puis on a passé une bonne émission en ta compagnie. Ravi de d'avoir pu balayer tout ton parcours après autant de choses sur la maintenance. On est ravi de pouvoir le mettre aussi en lumière parce que, comme tu le disais si bien, c'est pas toujours ce qui est le plus mis en avant. Donc c'est vrai, on est content d'avoir pu en parler. On a appris plein de choses. Exactement. Voilà. Et de notre côté, donc c'est la fin de cette émission. Merci d'être resté fidèle avec nous en 2026 et de revenir sur Grande Frequency. On va se retrouver, alors j'ai plus les dates exactes, on va se retrouver d'ici 3 semaines. En live sur Twitch pour la prochaine émission. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à voir tout ce qu'on fait. On va aussi voir des événements Capture Avenir. Enfin bref, plein de choses. Suivez-nous sur les réseaux et bonne soirée à vous.